le 4 janvier, jour de l'Épiphanie pour les catholiques. Et l'antienne du jour, c'est d'abord les vœux. Je voudrais présenter à vous tous, autant que vous êtes et où que vous êtes en ce moment, mes vœux les meilleurs, mes vœux de santé, mes vœux de santé, de prospérité et de succès dans vos activités. Et généralement, nous mettons on insiste sur la santé parce que sans la santé, on ne peut rien. Et le plus grand vœu que moi je voudrais apporter à tout ça, vœu de santé, de bonheur, de prospérité, c'est que notre pays voit se lever un autre jour. C'est le plus grand vœu que moi je fais au début de ce live-là, en dehors de la santé que nous demandons à Dieu de nous accorder, qu'un nouveau jour se lève sur le Togo en cette année 2006 et que nos efforts que nous faisons, nos efforts collectifs, soient couronnés de succès et que nous ne nous éloignons jamais de l'objectif qui consiste d'une manière ou d'une autre à faire partie du régime de fort pour que notre pays retrouve les rangs d'un pays normal et que les Togolais reprennent le contrôle de leur pays, de leurs richesses et de tout ce que Dieu nous a doté. Donc, mon plus grand vœu, c'est que ce pays-là change de dirigeant et que nous ayons des dirigeants plus responsables à la tête de notre pays. Donc, je vous souhaite la bienvenue et je vous présente mes vœux les meilleurs, mes vœux de santé, de bonheur et de succès et que la Providence nous accompagne. Donc, en ce jour de l'Épiphanie, c'est l'antienne du jour que je tiens à vous présenter et je vous souhaite la bienvenue. Alors, je voudrais commencer ce live avec quelques messages que je tiens à partager avec vous, vite fait. Il y a quelques compatriotes qui m'ont interpellé par rapport à quelques soucis. Il semble que, non, c'est un fait que le régime a lancé un concours de recrutement au niveau de l'enseignement et que certains estiment que ce concours est discriminatoire. Et je vais vous lire leur message pendant que la technique s'active pour passer à le communiqué. Donc, je vous lis rapidement. Bonjour, grand frère. Nous espérons que vous allez bien. Nous vous souhaitons d'abord, bonne heureuse année. Nous aimerions vous suggérer 2 inquiétudes des enseignants volontaires de la NVT. Nous prierons avec toute humilité de les aider. La première inquiétude est la suivante. Mardi, le 30 décembre 2025, notre pays, à travers un communiqué, a lancé un concours de recrutement des enseignants préscolaires, primaires et secondaires. À notre grande surprise, nous constatons que ce concours a mis en marge certains enseignants, notamment ceux de l'anglais, histoire, géographie et SVT. Au secondaire, premier cycle. Le comble, c'est que les VNE, enseignants volontaires nationaux de la NVT, que l'État lui-même a envoyé sur le terrain, sont exclus. La licence fondamentale dans les départements, dans les universités, ne peuvent plus considérer aujourd'hui. Mais c'est sur cette même licence qu'ils avaient recruté les volontaires par le biais de la NVT Togo. L'autre inquiétude est le retard notoire du paiement des volontaires. En effet, certaines banques, surtout la Poste, payent les volontaires le 8, voire le 10 du mois suivant. Chers frères, humblement, nous vous prions de nous aider pour que nous puissions sortir de cette incertitude. Bon, c'est des Togolais qui ont envoyé ce message. Il y a un autre Togolais qui me dit doléance pour quelques sujets. Voilà les sujets qu'il a énumérés. Le premier sujet, des scènes de dépravation sexuelle inquiétantes dans les ministères. Des femmes mariées qui découchent et qui rentrent du service pour préparer à manger à leur mari. Je pense que j'ai parlé de ce sujet plusieurs fois. Revoir et harmoniser les primes dans les ministères. Certains ministères ont des primes comme le ministère des Finances, 35%, d'autres non. 3. Le problème du Togo réside dans la mauvaise gestion des prêts pour le pays contractés chez les PTF et la mauvaise gestion de l'argent du contribuable. Voilà le vrai problème. Comment comprendre que des gens sont milliardaires alors qu'ils ne sont pas issus de familles de fortunés? Au Togo, ce sont les politiciens qui sont des millionnaires et des milliardaires. 4. Il faut arrêter les nominations fantaisistes à des postes pour des raisons d'appartenance politique au détriment de la compétence. 5. Revoir les salaires pour éviter que les fonctionnaires courent derrière les missions ou des projets et délaissent le travail. 6. La culture de la transparence et l'honnêteté dans la gestion des affaires publiques doit commencer par se sentir au niveau de l'exécutif. 7. L'urgence est d'attaquer le problème des routes. Le Togo n'a pas d'infrastructure, contrairement à ce que les dirigeants racontent. L'urgence est d'assainir les quartiers de Lomé. La ville de Lomé est sale partout. Les quartiers ne sont pas assainis. Quand il pleut, on a des difficultés à rentrer dans nos domiciles. Tout est dans l'eau et avec des ordures partout, des dépotoirs. Il faut assainir la capitale. 9. L'urgence est de lancer des logements sociaux. 10. L'urgence est de construire une nouvelle ville avec des logements et des services. Bon, c'est un compatriote qui a envoyé ça aussi. Et un autre qui me dit que la magnanimité de Foy Gnassingbé est arrivée à leur église ce matin. Donc, nous sommes aujourd'hui le 4 janvier, jour du Seigneur. Et la personne me dit, j'aimerais partager cette information avec vous. Ce matin, après la messe sur la paroisse catholique d'Adétikopé, donc la paroisse Christ-Roi d'Adétikopé, ce matin, donc aujourd'hui, un communiqué nous a été rendu public comme quoi le PCM, donc c'est Foy Gnassingbé, a fait un don de vivres aux chrétiens catholiques d'Adétikopé et qu'on a invité les intéressés à se rendre sur la paroisse cet après-midi à 14h. Donc, alors, je vous parle. Pour en bénéficier, selon les informations, le don est composé de 3 sacs de riz de 50 kg, 3 bidons d'huile, 5 sacs de maïs, 5 sacs de mil et une somme de 300 000 francs. Donc, c'est un cadeau que le Père Noël Foy Gnassingbé a offert ce matin à l'église Christ-Roi d'Adétikopé. Et donc, on a invité certains fidèles catholiques à arriver tout à l'heure à 14h. Peut-être qu'à l'heure, je vous fais ce direct, ils ont commencé le partage. Donc, 3 sacs de riz de 50 kg, 3 bidons d'huile, 5 sacs de maïs, 5 sacs de mil, une somme de 300 000 francs. Donc, comme on le dit à l'église, donc, la dernière fois, on a évoqué le cas des dockers ici, les dockers qui ont été gratifiés à la fin de l'année par une dotation assez ridicule. Et quand on a fait le live, il y a eu une réunion d'urgence au port autonome de Lomé dirigée par la directrice d'exploitation et ils ont stoppé la distribution, le reste de la distribution parce que vous savez, il y a 3 000 dockers, 3 000 dockers au port autonome de Lomé. Ils sont 3 000, donc c'est carrément une petite ville. Donc, ils ont stoppé le reste de la distribution. Ils ont fait une réunion pour essayer un peu de remonter les propriétaires au dockers, ceux qui sortent les informations. Et puis après, ils ont augmenté un peu la ration.
ils ont augmenté la ration, ils ont changé un peu le menu. La dernière fois, je ne sais pas ce qu'on a vu, on a vu quelques boîtes de tomates, une petite boîte d'huile, et puis je ne sais pas quoi. Donc, ils ont changé le menu, ils ont augmenté un peu. Et donc, ces dockers-là, ils ont tenu à me dire merci, au moins pour avoir permis qu'on augmente un peu leur ration. Et on avait dénoncé aussi c'est pas un hangar au port autonome de Lomé qui était sur le point de s'effondrer sur les dockers, et donc ce hangar aussi a été rasé. C'est un magasin d'entreposage qui, voilà, dans cette zone-là, voilà les images. Il y avait un magasin d'entreposage là-bas qui était sur le point de s'effondrer sur les dockers. Nous avons fait un article sur notre site, et la semaine qui a suivi, ils ont rasé le magasin et dégagé les lieux. Bon, ça fait plaisir de voir parfois des gens venir nous remercier quand on dénonce et puis on essaie d'arranger un peu, un tant soit peu leur situation. Bon, ça c'est le travail de dénonciation. Et ici, des Togolais, dans leur petit coin, on leur trouve des solutions après que nous ayons dénoncé une situation dans laquelle ils vivent. On ne peut être que satisfait. Donc, moi, je tiens à dire bon courage à ces dockers-là. Ce sont des compatriotes, c'est des Togolais qui travaillent dans des conditions assez difficiles et qui sont payés au lance-pierre. Et à la fin, on leur tend quelques boîtes de tomates et de pilcha pour les remercier à la fin de l'année, ce qui est inadmissible. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous pour commencer. Ensuite, on va parler des prisonniers. On va parler des prisonniers politiques. La dernière fois, à coup de tintamarre et de, je ne sais pas comment il faut le dire, de castagnettes, de beaucoup de bruit, on a annoncé que Fort a gracié 1500 prisonniers sur l'ensemble du territoire. Et dans le lot des 1500, il y a quelques prisonniers d'opinion ou politiques, des gens qui ont été arrêtés pour avoir manifesté dans les rues, donc le droit de manifester, les gens qui ont été arrêtés pour avoir donné leur opinion sur la gouvernance du pays, qui sont arrêtés et qui ont été accusés généralement d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, de troubles aggravés, d'insurrection. Et donc, ces gens, certains ont retrouvé la liberté. Il y a eu tellement d'informations qui ont circulé. Donc, liberté provisoire. Et on était en fin de fête d'année, c'est allé dans tous les sens. Mais il faut déjà savoir que ceux qui ont été libérés sont en tout au nombre de 114. La liste est longue. Je ne sais pas s'il faut vous la lire ici, en direct. Sur les 1500 personnes dans lesquelles il y avait des prisonniers des droits communs, des petits voleurs et tout ça, pour les prisonniers politiques, je prends par exemple les gens de Tigre Révolution, ils sont au moins 80. Les gens de Tigre Révolution, ils sont autour de 80. Les gens qui ont été arrêtés dans les histoires de Tigre Révolution, ils sont autour de 80. À peine 29 ont été libérés. 29 ont été libérés. Il y a ensuite ceux qui ont été libérés, ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations qu'on a connues le 6 juin après le 26, 27, 28. Je peux vous donner rapidement les noms de ceux qui ont retrouvé la liberté. Assoumano Suleiman, Adam Mouniro, Mohamed Badara Fouchou, Nabou Mouniro, Isaka Rabio, Chabouri Foudou, Uro Agoro Awali, Uro Nyao Akibo, Uro Sama Abdul Ganiou, Alidou Alassani, Kerim Gafarou, Tagba Jafarou, Zakari Yao Abdel, Nambeya Miya, Amidou Idrissou, Traoré Fousseni, Sekou Kossi, Agokba Ezi, Djokoto Komla Victor, Uroguni Montela, Kongoyou Rufai, Chatakora Abdul Baki, Agrinya Rachid, Abevi Abdul Razak, Boukari Gawidou, Ati Razak, Jumashi Yao, Badja Moutadiou, Sebabi Essor, Baba Daro, Ouattara Abdel Fadel, Lito Aniou Akoué, Rouya Steve Didier, Jodi Yao Mario, Avognon Yao, Mpati Elom, Eloi, comme là nous connaissons, Djokwe Messan, Daglo Agodo Depoint, Ayebemi Asoba, Ataglo Kodjo, Djoubessi Afiwa Dora, Adjakoto Kossi Yves, Dako Komla, Djokoto Kodjo, Aziako Koku Alfred, Timalagu Ntietega, Misole Komi Obstacle, Amegandie Komi Vi, Amegbenyon Kodjo, Amefo Komi Blaise, Toko Kofi, Sala Ekwe, Sativi Foli, Kloti Kossi, Kolegin Kofivi, Amati Ayaodoti, Tenge Kossi, Azi Godfrey Messan, Abdou Joukalini, Atiso Yao Abdel, Kataka Komendega, Ketaouli Kofi Wanwe, Apevon Akushimen, Agagnon Komla Osei, Agblézé Kodjo Armand, Aziakou Komi Blaise, Kouonou Kodjo David, Katanga Amavi, Takama Sadat, Agim Ali Bidenewe, Chamien Wiao, Bill Komi Maurice, Drouane Ablam, Koumaï Bikoni Bio. Voilà. Donc, ce sont les 74 personnes qui ont été relâchés, qui ont bénéficié d'une liberté provisoire dans le cadre des manifestations politiques, et dont les gens de Tigre Révolution. Et parmi les gens de Tigre Révolution, ils sont 84 pour être précis. À peine 29 ont été libérés. Même parmi d'autres manifestants, il y a encore les gens qui sont en prison. Ensuite, il y a Jean-Paul Omolo qui n'a pas été libéré. Il y a Pacha Nyasingbe qui n'a pas été libéré, contrairement à ce qui a été dit. Il y a de cela un mois, il y avait des tractations avec Pacha Nyasingbe. Je pense qu'ils étaient en train de discuter pour lui imposer, je ne sais pas, des conditions à sa sortie. Il n'y a pas longtemps, il a reçu la visite du procureur militaire.
Mais Pacha Gnassingbé n'est pas libéré à l'heure où je vous parle. Peut-être la semaine prochaine, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que Jean-Paul Omolo n'est pas libéré, Pacha Gnassingbé n'est pas libéré, Madame Nyakade, elle n'est pas libérée. D'ailleurs, on s'apprête à l'écouter au fond de son dossier. Donc, le juge d'instruction va ouvrir le dossier au fond, certainement les jours à venir. Il y a le fils de Madame Nyakade, qui s'appelle Jonathan, qui a été aussi inculpé et qui a subi la dernière fois un examen psychiatrique pour s'assurer qu'il est apte à subir un procès pénal. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts de les relâcher. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui ont été arrêtées. Il y a le jeune humoriste qui a tenté, qu'on appelle communément Tayo, qui est sur les réseaux sociaux, qui fait de la comédie, qui essaye de dénoncer à sa manière la malgouvernance, ce qui ne va pas dans sa localité, un peu partout au Togo. C'est quelqu'un que vous allez voir souvent sur TikTok qui est dans son village à Kanté là-bas, dans des conditions assez difficiles. Il fait des petites vidéos pour dénoncer le manque d'eau, la mauvaise gestion et tout, dans l'humour, comme le dit le poète, corriger les mœurs en riant, Castigare Ritendo Mores. Donc, c'est pas quelqu'un qui est dangereux, qui en veut à personne, c'est pas quelqu'un qui je sais pas, qui menace qui que ce soit. Donc, lui, il fait sa petite comédie pour dénoncer ce qui ne va pas. Il a été kidnappé. On ne sait pas encore où il est. C'est tellement qu'il est à Kara. Et donc, voilà comment les choses se passent au Togo. Et j'ai trouvé tellement indécent que des gens aient multiplié des lives pour se réjouir qu'il faudra libérer les prisonniers. On n'a pas à se réjouir parce qu'il y a un bourreau qui libère ses victimes. Les Togolais sont tellement malades. Les Togolais sont tellement, je ne sais pas comment dire, sont tellement adeptes du syndrome de Stockholm. Ils sont tellement sadomasochistes qu'ils se réjouissent de ceux qui leur font du mal. Tous ceux qu'on a cités là, ils ont fait quoi pour avoir passé peut-être certains 10 ans en prison, d'autres 6 ans en prison, certains 8 ans en prison. Mais c'est des gens qu'on a jetés en prison, à qui on a collé des infractions imaginaires. Ces gens-là, on a détruit leur vie. Ceux qui ont passé 6 ans, 7 ans, 8 ans en prison, normalement, à leur sortie, ils doivent même porter plainte contre l'État. Et vous imaginez que les infractions qu'on colle à ces gens-là, atteinte à la sécurité intérieure de l'État, troubles aggravés à l'ordre public, c'est des infractions qu'on peut effacer comme ça par une grâce. Ce sont des faits extrêmement graves qu'on ne peut pas effacer du jour au lendemain par une liberté provisoire. Si tant est que ces faits-là sont fondés, ils libèrent ces gens parce qu'ils savent que les faits ne sont pas fondés. C'est des innocents qu'on est parti garder en prison comme ça. Donc, on n'a pas à se réjouir que Fort a libéré des otages qu'il a pris. Que Fort a libéré des otages qu'il a pris. Ces gens n'avaient pas à être là-bas. Si, par exemple, Grace Koumaï, elle a exercé son droit à l'expression, elle a dénoncé la mauvaise gouvernance, ça vaut la prison dans la loi au Togo. Si on suppose qu'il y a un Togolais qui a donné un avis sur la gouvernance de Faure Gnassingbé, ça vaut la prison. Donc, on jette les innocents en prison pour faire peur aux autres et on les libère et puis on applaudit, on se réjouit, on dit on remercie Faure Gnassingbé. Mais c'est incroyable ce qui nous arrive. Nous avons tellement une admiration pour nos bourreaux qu'au moindre geste, on se réjouit, on embrasse le bourreau, on est content, on dit oui, il a posé un acte, il faut l'applaudir. Ces gens-là, ils méritaient d'être en prison. Omolo qui fait 4 ans ou 5 ans en prison, vous imaginez ce qui est détruit dans sa vie. Et que demain, si on le relâche, on va commencer par féliciter Faure Gnassingbé parce qu'il a relâché Omolo. Mais c'est quand même incroyable ce qui nous arrive au Togo. C'est surréaliste ce que moi je vois que les Togolais sont en train de faire. Franchement, les gars n'avaient pas à être en prison. Il prend les otages, il prend des gens comme des otages et il les libère à compte-gouttes. Vous savez pourquoi il ne libère pas les autres? Et il va garder certains. Vous savez pourquoi? Parce que pour le dictateur, la prison est une arme de dissuasion. La prison est une arme de dissuasion pour le dictateur. Il faut qu'il agite tout le temps le chiffon de la prison pour décourager ceux qui veulent contester son pouvoir. Donc, en gardant d'autres personnes en prison, il essaie de dire, si vous continuez, voilà le bâton avec lequel je vais vous frapper. Donc, il ne va pas libérer tout le monde tout de suite, parce que s'il libère tout le monde tout de suite, on va dire, ah, voilà, même s'il a la pression, même s'il est sous pression. Mais la prison pour le dictateur, c'est une arme de dissuasion. C'est une arme pour briser toute mobilisation contre lui. Tout comme les gens ont leur arme de nucléaire. Pour un dictateur, la prison est une arme de dissuasion. Donc, il ne va pas libérer tout le monde. Il va libérer certains, il va garder encore d'autres pour essayer de jouer sur la conscience de ceux qui veulent se mobiliser contre son pouvoir. Donc, nous n'avons pas à nous réjouir de ce qu'il est en train de faire. Surtout qu'il dit qu'il leur donne la liberté provisoire. Sachant que quand il leur donne la liberté provisoire, avec les conditionnalités du doyen des juges, c'est pour les empêcher de s'engager à nouveau. C'est pour empêcher ceux qui sortent de se mobiliser à nouveau contre le régime. Sachant que ces gens-là n'ont pratiquement rien fait. Mais c'est des vies qui sont brisées. La dame de Bafilo, là, Leila, elle a fait quoi? 6 ans en prison. Elle avait un enfant de bas âge quand elle est en prison. Dans un pays normal, elle se retourne contre l'État, elle porte plainte. C'est une prise d'otage. Donc, on n'a pas à se réjouir que le preneur d'otages a relâché ses otages. En tout cas, c'est ce Togo-là, on a vraiment de... oui, il va arrêter encore d'autres personnes. Tant que les gens vont critiquer son pouvoir, il va arrêter encore d'autres personnes. Parce que pour lui, la prison, c'est une arme de dissuasion. C'est l'arme qu'il dispose pour faire peur aux gens, pour terroriser les gens, pour empêcher les gens de s'engager contre son pouvoir. Tout dictateur utilise la prison pour ça. Aujourd'hui, il n'est pas prêt de libérer son frère parce qu'il ne sait pas ce que son frère pense. Si son frère sort, est-ce qu'il va se venger? Je serai à la place de Pacha Gnassingbé, que je n'accepterai aucune condition. Ça fait 17 ans que je suis en prison. Il reste 3 ans. J'attends les 3 ans. Si Dieu me donne la vie, je ressors tranquillement. C'est ça la réalité. Donc, nous n'avons pas remercié Faure Gnassingbé d'avoir libéré des gens
qu'il a pris innocemment, qu'il a jeté en prison. Quelqu'un comme Togo Vipese vous a parlé de son frère. Il n'y a pas de délit de parenté. Son frère, ils sont allés à la maison le kidnapper et ils l'ont jeté en prison, alors que son frère ne participait à aucune manifestation. Rien du tout. Ils l'ont jeté en prison, ils ont cassé les choses dans la maison. Et vous voulez que quand on libère ce frère-là, on va aller venir applaudir le dictateur, remercier fort? Mais non. L'humoriste qu'ils ont pris à Kanté, là, le gars qui s'appelle Kayo, là, il a fait quoi? Déjà, même si on vous liste les infractions, ce qui est reproché à ces gens qui sont libérés là, ça ne mérite pas une liberté. Si tant est que ces gens-là ont commis les actes que le procureur les a collés, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, vous imaginez ce que c'est? C'est un crime. Trouble à l'ordre public ou trouble aggravé, c'est pas quoi. On ne peut pas se lever du jour au lendemain, coller ces infractions à ces gens-là, et puis les libérer comme ça, comme si de rien n'était. Ça veut dire que c'était des infractions imaginaires, pour les faire taire, pour briser leur engagement, et pour faire peur à ceux qui sont dehors. Les prisonniers politiques, le jour où les prisonniers politiques, l'affaire des prisonniers politiques va s'arrêter, c'est le jour où le régime tombe. Et qu'on mettra au Togo un régime qui est respectueux des droits de l'homme. Tant que le dictateur est là, il va mener les gens en prison. Tant qu'il est là, il va encore attraper d'autres personnes et les amener en prison. Mais le jour qu'on arrête ça, c'est le jour où le régime tombe. Et qu'on se bat pour mettre en place un système qui évite qu'on amène des délits d'opinion, des gens qui sont en prison. C'est tout. Mais tant qu'il est là, il enverra des gens en prison. Pour une raison ou pour une autre. C'est un régime humanicide. C'est un régime totalement humanicide. Avant de revenir au Togo, on va aller un peu dans l'actualité internationale. Je vais placer quelques mots là, dans l'actualité internationale. Avant de revenir au Togo, on a vu ce qui s'est passé ces derniers jours au Venezuela. Et on a vu comment les Américains ont mis leur menace à exécution et comment ils sont partis arrêter le président vénézuélien et l'ont ramené aux États-Unis, pieds et mains liés. Et comment est-ce que Trump, dans sa sortie, a dit clairement qu'il allait là-bas, c'est pour le pétrole. Alors, lorsqu'il y a un enjeu pour jour, quand Trump prenait le pouvoir, parce que c'était le 4 janvier, si je me rappelle, ça fait un an qu'il est au pouvoir, lors de la campagne électorale, il y a eu plusieurs Africains qui disaient oui, Trump est le meilleur, c'est lui, il faut, parce que lui, il va rétablir la paix dans le monde, il va faire ci, il va faire ça, il tue beaucoup de gens, par naïveté. On dit oui, c'était lui le meilleur. Et depuis qu'il est arrivé, non seulement sur les questions des visas, c'est problématique. Je rappelle que les États-Unis vont sortir une prescription pour le Togo, pour les visas, les jours à venir, peut-être à partir de la semaine prochaine. Ils vont sortir les nouvelles directives pour les visas pour le Togo, pour les citoyens togolais qui veulent se rendre aux États-Unis, en rapport avec les derniers événements, avec la dernière décision qui a été prise par le département d'État. Donc, d'ici la semaine prochaine, peut-être les jours qui viennent, ils vont publier des nouvelles directives pour l'obtention des visas pour les Togolais. Je pense qu'ils l'ont déjà fait pour le Burkina, ils vont le faire pour les Togolais bientôt. Et donc, tout le monde s'est réjoui et tout ça. Et depuis hier, moi je regarde un peu sur la toile, je vois que ceux qui ont salué l'arrivée de Trump ont commencé par l'insulter, en commençant par le fameux professeur Nyamsi. C'est lui qui a fait des tonnes et des tonnes de vidéos pour féliciter l'élection de Trump, pour le féliciter et tout. Aujourd'hui, il dit le contraire, ça c'est son habitude. Et il y a d'autres personnes aussi qui commencent par se poser des questions. Est-ce qu'on peut compter sur nos amis russes? On peut se faire ci, on peut faire ça, on peut faire ci, tout ça. Par rapport aux événements au Venezuela, la première, moi j'ai une série de questions à poser, peut-être les gens vont trouver des réponses. Première question. Les Africains américains, les Africains qui ont la nationalité américaine, qui disent qu'ils luttent contre l'impérialisme, là, on ne vous entend pas. Les Africains activistes qui ont la nationalité américaine, qui disent qu'ils luttent contre l'impérialisme, parce que ce que Trump fait au Venezuela, c'est l'impérialisme. Et il ne le cache pas, il est assez honnête, il dit je vais là-bas pour le pétrole. Il ne le cache pas, il dit je vais là-bas pour prendre le pétrole qu'on nous a volé, je vais aller chercher le pétrole. Alors, les activistes, vous êtes où? L'impérialisme, c'est ça aussi, non? Ce qui se passe là-bas aux États-Unis, c'est l'impérialisme. Allez prendre les richesses d'un pays souverain, c'est de l'impérialisme. On attend vos vidéos pour dénoncer Trump, l'insulter. Il n'y a que Franklin Nyamsi qui a réagi. Hein. Les autres là, ils sont perdus. Encore que Franklin Nyamsi, lui, il n'a pas la nationalité américaine, il ne vit pas sur le territoire américain. Ceux qui sont américains, africains-américains là, qui crient, vous êtes où? Trump peut aller bombarder un pays souverain. Et il dit clairement que je vais là-bas pour prendre le pétrole. On vous attend, les gars. Sortez sur vos chevaux, dénoncez l'impérialiste Trump. Vous allez vous retrouver dans les 24 heures dans vos pays d'origine. Et vous allez comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on lutte. Première question. Deuxième question. Vous avez vu les armes que le Venezuela a? Les armes que le Venezuela a. Aucun pays africain n'a ces armes. Les armes que le Venezuela dispose. Aucun pays africain. Même si on prend le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire rassemblés, ils n'ont même pas un tiers de ces armes-là. Les armes que le Venezuela a. Ça n'a pas empêché qu'en 2 heures de temps, on neutralise tout ça qu'on aille les chercher. On aille chercher le président dans son bunker. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément. Le parapluie Poutine. Il n'y a que les Africains qui aiment les dirigeants spectacles, les dirigeants qui aiment le théâtre. Quand on nous montre Poutine, il sort, on ouvre les 2 grandes portes là, il sort et les soldats marchent, ils soulèvent les pieds comme les pieds veulent toucher le plafond là. On dit oui, Poutine c'est le dieu de la terre. Bachar el-Assad, Faiko, Iran, Faiko, maintenant Maduro, Faiko. Vous comprenez quelque chose?
Vous comprenez quelque chose? Ça, je le dis, et je le dis par rapport à Faure Gnassingbé. Parce que celui qui dit à Faure Gnassingbé, ah, va serrer la main de Poutine, et puis après, les autres auront peur de toi. La Russie a déjà sauvé quel pays, défendu quel pays? Bien que ce que Donald Trump fait est condamnable. Moi, je ne suis pas une adepte de Donald Trump. Je suis d'ailleurs même très remonté contre ce qu'il fait. Mais nous sommes, nous les Africains, dans l'émotion. On aime la politique spectacle. Oui, Poutine. Poutine même est sorti la dernière fois pleurer que les Ukrainiens ont visé sa maison. Larov, le gars de Poutine, là. Il est sorti la dernière fois pour dire que les Ukrainiens ont visé sa maison. C'est les Américains qui sont venus dire que c'est faux ce qu'il raconte. Si les gars de Poutine sont venus pleurer sur la toile que les Ukrainiens ont visé la résidence de Poutine, ça veut dire que Poutine lui-même n'est pas en sécurité. Et vous partez vous mettre sous lui. Et quand vous avez chaud, il ne vient pas vous voir. Le Venezuela a les 20% du pétrole au monde. Ça veut dire que les enjeux qui sont là-bas sont énormes. 20% des réserves du pétrole au monde. Et le Venezuela est l'allié de Poutine et de la Chine. Ils n'ont pas bougé. Ce n'est pas vos petits puits de pétrole ou vos petits pépites d'or en Afrique. Ce n'est pas pour ça que les Russes vont se sacrifier pour vous. Le Venezuela, je répète, a les 20% de la réserve mondiale de pétrole. Ils sont alliés à la Chine et à la Russie. Mais les États-Unis sont intervenus en 2-3 heures de temps. Rien ne s'est passé. Ce n'est pas pour vos petits puits de pétrole en Afrique de l'Ouest ou vos petits pépites d'or là que la Russie va venir mourir pour vous. Tout ce dont on a besoin dans nos pays, c'est des dirigeants responsables. Ce n'est pas des dirigeants, quand ils sont dénoncés par leur peuple, ils vont aller signer des accords avec d'autres dirigeants dans le monde pour se mettre sous la protection. Il faudrait passer se mettre sous la protection de Poutine, sous le parapluie de Poutine. Mais c'est un parapluie qui est troué. Il a cru qu'on va serrer la main de Poutine. Voilà, maintenant, voilà, rien ne va lui arriver. C'est un parapluie qui est troué. Il faut aller prendre l'uranium du Niger, il faut vendre fort. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. Il faut aller prendre l'uranium du Niger et tu vends. Il faut acter l'utilisation du port de Lomé à la Russie. Tu vas voir. Moi, c'est les seules choses que moi, j'ai à dire sur cette affaire-là. Après, les Américains, ils appliquent, comme beaucoup de gens l'ont rappelé, la doctrine de Monroe, James Monroe, 1823, mais ils appliquent aussi la théorie de Morgenthau. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Morgenthau, qui était le secrétaire au Trésor de 1935 à 1945, qui était un très grand idéologue des relations internationales, qui a décrit ce que devaient être les relations internationales. C'est aussi le plus grand partisan du démantèlement de l'Allemagne en 1944. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est Morgenthau qui a rédigé pour Roosevelt le plan pour le démantèlement de l'Allemagne, l'occupation de l'Allemagne et son démantèlement total, le démantèlement de l'industrie d'armement, le démantèlement de tout le complexe industriel allemand, le partage du territoire allemand entre la Pologne, la France et un peu les pays voisins. C'est Hans Morgenthau qui a développé cette théorie-là, qui a rédigé ce plan-là, tout comme genre le plan Marshall. Mais lui, pour lui, il fallait démanteler toute l'Allemagne, émietter le pays, saucissonner le pays. Et c'était quelqu'un qui était très influent et qui est toujours, dont les idées sont encore très influentes. Donc, il applique les deux. La théorie de James Monroe, à savoir que tous les pays qui sont dans notre sphère sont notre arrière-cour, c'est notre arrière-cour, on peut intervenir quand on veut, personne n'a le droit de se mêler. Si un pays veut aller nouer une alliance qui menace notre stabilité, on intervient, il n'y aura rien. James Monroe. Et puis après, maintenant, il ajoute Morgenthau, prendre le Groenland, faire ci, faire ça. Tant qu'ils ont la force, ils n'ont peur de personne. C'est pour nous dire que les relations internationales, la réalité des relations internationales, c'est pas ce que nous sommes là faire sur TikTok tous les jours. C'est pas ce que nous sommes là faire sur Facebook tous les jours, avec les experts à 2 balles qui viennent dire oui, voilà, on va faire ci, on va faire ça. C'est rien de tout ça. S'ils veulent agir, ils vont agir. Donc, les tontons qui disent ouais, Poutine a Satan 2, Satan 3, Jésus 2, Jésus 3. Poutine, c'est un faux cul. Poutine, c'est un faux cul. C'est un faux cul. C'est un faux cul. La seule chose qu'il sait faire, c'est de sortir de son palais avec les soldats qui marchent. On ouvre les 2 grandes portes là, ils marchent. On dit, ah, Poutine. C'est les Africains qui s'impressionnent. Ah, Poutine. Mais l'Afrique est moins impressionnante. Les Africains sont moins impressionnants. Poutine, les questions de l'époque, il faut pas folie, il y a un top plafond. C'est les Africains que ça impressionne. Les gars, ils sont allés là-bas, ils ont fait le boulot en 2 heures de temps. Ils sont revenus, 0 mort. Moi, ma question, ce sont mes questions. À part ça, je n'ai plus rien à dire. C'est intéressant parce que ça nous amène à nous prononcer. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que des gens comme Faure vont chez Poutine. Donc c'est intéressant. Et tout le monde sait que Trump va là-bas, c'est pas pour la drogue. Même si on met la drogue devant, c'est pour le pétrole. Il le dit. Il dit, je vais là-bas, c'est pour le pétrole. Je vais aller prendre le pétrole. Parce que mon pays en a besoin. Parce qu'on nous a volé le pétrole. Il le dit, il n'est pas hypocrite. Il dit, je vais là-bas pour prendre le pétrole. Il n'y a pas de sous-entendu. Il n'y a pas de langue de bois. Il parle. Il dit, je vais là-bas pour le pétrole. Et Marco Bio dit, ceux qui sont des chefs d'État qui font les petits jeux là. C'est ce qu'il a dit. Vous faites les petits jeux. On vous voit. Ce n'est pas qu'on ne vous voit pas. On vous voit. Si vous dépassez les limites, on vous frappe. C'est ce qu'il a dit. Que les chefs d'État qui font les petits jeux là, que eux les voient. Ils les voient. Que si on vous frappe, on vous frappe. Vous pensez que la Chine, aujourd'hui, elle va rentrer en guerre contre les États-Unis alors que c'est le premier marché pour la Chine? Est-ce que vous avez quand même les statistiques du commerce mondial pour comprendre les jeux entre les États? Vous pensez aujourd'hui que la Chine, même si on dit qu'elle a une puissance, elle n'a pas encore atteint le niveau de feu des États-Unis, va rentrer en conflit avec les États-Unis, qui est leur premier marché. Et c'est la Chine qui tient la dette des États-Unis. Vous pensez à ça? Ils vont sacrifier un obscur pays en Afrique pour rentrer
en guerre avec les États-Unis. Vous pensez à ça? Continuez d'être sur les nuages. Continuez d'être sur les nuages. Voilà ce que j'ai à dire sur le Venezuela. Le reste, ils gèrent s'ils veulent. C'est leur pays, c'est leurs amis, ils font ce qu'ils veulent. Mais il faut que les Africains tirent la leçon de tout ça. Alors, quand je finis de dire ça, on va revenir sur l'actualité au Togo. Faure a reçu les vœux des forces vives de la nation et on n'a pas vu le président. Oui, quelqu'un me dit, oui, même ce matin, je me suis réveillé, j'ai fait un peu le tour de la toile. Ceux qui nous présentaient Poutine dans certains pays comme leur sauveur, ils ont commencé à changer de langage. J'ai même vu un qui a dit, oui, si la Chine et la Russie n'ont pas réagi, lui en est tellement déçu. Alors que c'est une page de ces pays-là. Le gars écrit tous les jours, Poutine, notre Dieu. Ils ont commencé à changer de langage parce qu'ils se rendent compte que la réalité, ce n'est pas sur TikTok, ce n'est pas sur Facebook où on publie 1000 posts par jour pour raconter des conneries. D'ailleurs, Facebook, c'est vous qui avez écrit ça. Facebook sur lequel vous insultez, là, c'est vous qui avez écrit ça. TikTok, à la limite, c'est les Chinois. Facebook, c'est vous qui avez écrit ça. C'est vous qui avez écrit ça. Donc, voilà, continue. Donc, Faure a reçu les vœux des forces vives. Depuis, on n'a pas vu le président. Sans il est arrivé. Ils ont rattaché les prérogatives de grâce présidentielle au PC, au PCM, mais ils appellent ça encore grâce présidentielle. Normalement, on devait appeler ça grâce PCM ou quelque chose comme ça, puisque Faure n'est pas président. Mais ils ont rattaché les prérogatives à Faure Gnassingbé. Après, le président, dans les régimes parlementaires, c'est le président qui fait un discours pour se prononcer. Le président, il est porté disparu. Personne ne le voit, sauf quelques images qu'on nous balance, il reçoit des invités. Et la dernière fois, quand Faure devait recevoir les gens au palais de la Marina, donc au palais de bord de mer, les gens ont été toujours humiliés. Il y a des gens qui sont allés là-bas, on leur a retiré tout, on les a exposés au soleil pendant des minutes, les gens qui sont d'un certain âge, les sénateurs, on a retiré tout. Faure n'a pas seulement bloqué les rues, depuis le rond-point du port jusqu'à Kodjo-Diakopé, mais les gens qui sont venus pour le saluer, lui qui parle de paix, lui qui parle, je vais décortiquer son discours tout à l'heure, lui qui parle de ci, de ça, de ça. On a retiré les mouchoirs. Ils ont retiré les sacs, les porte-monnaies, les téléphones portables, même les mouchoirs. Les femmes qui avaient les make-up là, les make-up ont commencé par défigurer leur visage parce qu'ils étaient exposés au soleil. Oh, Rokaka reparti mouchoir. Et le passage, c'est 10 secondes. Sauf ces femmes. Le passage, pour saluer Faure et prendre la photo, c'est 10 secondes. Sauf ces femmes. Puisque vous allez voir qu'avec ces femmes, il y avait beaucoup plus de temps. Voilà. Allez regarder un peu les images pour ceux qui étudient un peu la sémiologie et tout ça. Regardez un peu les images. Avec ces femmes, au moins ça prend au moins 1 minute, un peu moins pour certaines. Mais pour tous les autres là, c'est 10 secondes. Donc, vous êtes député, vous êtes ministre, tout a été retiré. Est-ce qu'on peut vivre dans la paranoïa comme ça, dans son propre pays? Dans la paranoïa. Même papier mouchoir, ils ont retiré. Même papier mouchoir, ils ont retiré. Portable, sac à main, portefeuille, papier mouchoir, ils ont retiré tout. Et c'est cette humiliation-là, comme ils l'avaient déjà fait à l'Assemblée nationale, où ils ont poussé tout le monde à aller garer les véhicules au centre islamique, c'est la même chose qu'ils ont fait au palais de la Marina. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'il y a certains Togolais qui ont fait le choix d'être les esclaves de Gnassingbé, à vie. Il y a certains Togolais qui ont fait le choix d'être des esclaves éternels de Gnassingbé. Père comme fils et bientôt petit-fils. Il y a certains Togolais qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de principe, qui ont fait le choix d'être des esclaves à vie des Gnassingbé. Pour eux, c'est les Gnassingbé qui ont créé même le monde. Eux, ils en sont leurs serviteurs et ils en sont très fiers. Donc, quand on les soumet comme ça à cette humiliation, ils sont contents. C'est ça la vérité. Et donc, je n'ai pas vu, lors de la présentation des vœux, tous les petits qui sont sur la toile qui nous insultent, eux n'ont pas été programmés, je ne les ai pas vus. Ou bien leur patron ne connaît pas leur résistance. Je ne les ai pas vus. C'était la seule occasion qu'on pouvait les voir saluer le bon Dieu qu'ils sont en train d'aduler. Mais on ne les a pas vus. Je suis sûr que s'ils y étaient allés, on aurait déjà vu les photos un peu partout sur la toile. On ne les a pas vus. On n'a pas vu ces gens-là. Maintenant, on va décortiquer le discours de Faure Gnassingbé. En 2 ou 3 mots rapidement. J'avais quelques séquences qu'on va décortiquer tout à l'heure. Technique. La balle est dans votre camp. Mes chers compatriotes, je veux vous parler de cette nouvelle République et de ce qu'elle change concrètement dans notre vie. Ce changement n'est pas un jeu d'écriture. Ce n'est pas une affaire réservée aux juristes ou aux responsables politiques. Il concerne directement votre vie de tous les jours et la manière dont les décisions sont prises en votre nom. Je veux saluer le travail de vos élus, les élus du peuple. L'Assemblée nationale et le Sénat ont conduit cette réforme dans la paix, la dignité et le respect du cadre républicain. Ce choix n'a pas été imposé. Il a été voté, assumé, porté par vos représentants. Je suis conscient que certains auraient souhaité un débat public plus large. Je comprends ces attentes. Mais ce que je retiens,
c'est que cette réforme a été menée dans un climat institutionnel apaisé, avec pour seul boussole l'intérêt national. C'est une réussite en soi d'avoir conduit ce changement sans rupture. Dans une république, il y a des choses qui doivent rester stables. La continuité de l'État et des institutions est essentielle pour la paix, pour la confiance. C'est pour cela que je suis resté à la tête de l'exécutif. Mais ma fonction a changé. Le centre de gravité de notre vie politique a changé. Désormais, la politique de la nation se décide d'abord au Parlement. Le gouvernement est responsable devant vos élus. Quant au Sénat, il porte la voix des territoires. Les régions et les communes. Alors, pourquoi Ford se sent obligé, à chaque fois qu'il prend la parole, de justifier le passage dans la Ve République, comme si il se reproche quelque chose? Pourquoi à chaque fois qu'il prend la parole, il essaie de justifier pourquoi ils ont fait, ils ont changé la Constitution? Pourquoi? Et combien de fois il va le dire? Comme s'il se reprochait quelque chose. Première observation. Deuxième observation, je ne dirais pas que c'est un menteur, mais il dit des contre-vérités pour être plus respectueux. Il dit des contre-vérités parce que ce changement de Constitution n'a jamais été inclusif. Il raconte n'importe quoi. C'est lui qui a fait nommer les députés, qui étaient d'abord en fin de mandat. Et c'est en fin de mandat que lui, Faure Gnassingbé, en collaboration avec son ami Alain Foka, je vous dis et je répète aujourd'hui, la Constitution togolaise a été pilotée de bout en bout par Faure Gnassingbé et Alain Foka. Les Tchao Tchalim, les Adjouvi, tout ça, ils n'ont eu que ça après. C'est Alain Foka et Faure Gnassingbé qui sont restés et qui ont concocté tout ça. Et aucun député n'avait le document, jusqu'au jour où on est venu exposer le document à l'Assemblée nationale. Aucun député n'avait ce document. Même les ministres ne l'avaient pas. La seule ministre à qui ça a été remis, avec interdiction de le remettre à d'autres personnes, c'était Sandra Johnson. Donc, il y avait fort Alain Foka et Sandra Johnson qui avaient le document. Sandra Johnson n'a pas participé, mais elle avait le document. Mais avec interdiction de le donner à qui que ce soit. Alors, au moment d'aller à l'Assemblée, le document a été remis aux Adjouvi et le secrétaire exécutif du RPT, là, il s'appelle Attiolé et puis, comment on appelle, Tchalim. Donc, les députés que Ford cite comme étant les représentants des Togolais qui ont participé à la modification constitutionnelle n'en savent absolument rien. Donc, ils utilisent une phraséologie pour changer, en fait, le jeu de rôle en disant que oui, la modification constitutionnelle est inclusive, même si les Togolais n'ont pas été consultés, et lui-même il le dit, que les gens ont émis des préoccupations, que le peuple n'a pas été consulté, il n'y a pas eu de débat national, il en est conscient, mais il fallait le faire comme ça pour la continuité de l'État, pour qu'il n'y ait pas de rupture dans les institutions. Donc, premier mensonge. Donc ça, il va le servir à ceux qui n'ont pas suivi les événements. Nous avons tous suivi comment les choses sont passées. Il faut interpeller les députés, même ceux qui sont revenus, ils vont vous dire qu'ils étaient au courant de rien. Et le document ne leur a jamais été remis. Ce qui fait que ce document est resté un document incomplet. Chaque jour que Dieu se lève, il change un article, il change un autre article. Quand il voit qu'il y a un article dedans qui n'arrange pas Faure Gnassingbé qui donne des pouvoirs au président, il change le document. Vous avez vu que le document qui a été publié au journal officiel a été modifié après. Si ce document avait fait l'objet de débats entre les députés auraient pu relever les incongruités et les incompatibilités qui étaient dans ce document-là. C'était resté un document secret jusqu'à son adoption. Et une fois que ça a été adopté, même copie n'a pas été remis aux députés. Alors, où est-ce qu'il y a l'inclusivité dans cette histoire-là? Et il nous dit oui, que maintenant, ma fonction a changé. Maintenant, le centre du pouvoir, c'est l'Assemblée nationale. Alors que c'est lui qui concentre tous les pouvoirs, il humilie même les députés. Quand il va à l'Assemblée nationale pour parler aux députés, on interdit aux députés même de faire entrer des véhicules à l'Assemblée nationale. Quand les députés viennent pour le saluer, il est déposé de tout, portable, sac à main, tout. À la réalité, c'est que dans ce jeu de rôle qu'il s'est attribué, il a aujourd'hui plus de pouvoir qu'il en avait même hier. Il a plus de pouvoir aujourd'hui qu'il en avait hier. Donc, voilà un premier mensonge qu'il essaye de servir pour essayer de mélanger les esprits de ceux qui souffrent d'obésité intellectuelle. On a suivi les événements de bout en bout. Première vidéo. Deuxième vidéo. Ce que je vous dois comme président du Conseil, la sécurité, l'unité et l'avenir. Ce que je vous dois comme président du Conseil, la sécurité, l'unité et l'avenir. Mes chers compatriotes. Ouais. Voilà ce qu'il dit. Il dit, ce que je vous dois en tant que président du Conseil, c'est la sécurité. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Comme président du Conseil, ouais. La sécurité, l'unité et l'avenir. Point. Voilà, on s'arrête là-bas. Sécurité. Ce que lui nous doit, c'est la sécurité, c'est l'unité et l'avenir. Voilà un mec qui se promène à Lomé avec des véhicules de guerre. On chasse les gens dans toutes les rues quand il veut passer. Il y a même un hélicoptère qui est en haut, qui surveille son cortège quand il veut passer. C'est-à-dire, à chaque passage de Faure Gnassingbé dans une rue de Lomé, c'est la terreur. C'est comme dans les rues de Bagdad, quand il y avait les Américains. C'est-à-dire, quand Faure, lui, il sort dans une rue de Lomé, on doit bloquer toute la rue. On doit dégager tout le monde. Personne ne doit sortir. Il utilise toutes les armes de guerre dans son convoi et il met l'hélicoptère en haut pour le protéger. Et il dit, il nous doit la sécurité. Alors que tous les jours, quand il passe dans les rues de Lomé, il fait le désordre. Il dit, il nous doit l'unité.
Il dit nous doit l'unité. Il est incapable de faire l'unité dans sa propre famille, puisque son frère est en prison depuis 17 ans. Dans sa propre famille, il est incapable de faire l'unité dans sa propre famille, parce que son propre frère est en prison depuis 17 ans. Parce que Madame Nyakadé est en prison. Elle lui a fait un enfant. Elle est en prison pour des histoires inventées. Et il parle d'unité. Il parle d'avenir. Voilà quelqu'un qui a fait 20 ans au pouvoir. Ça n'a rien, pratiquement pas fait grand-chose. On va revenir tout à l'heure sur les détails. Et il nous parle d'avenir. Il a fait 20 ans au pouvoir. Il vient et dit, ce que je vous dois, c'est la sécurité, c'est l'unité, c'est l'avenir. Mais dès qu'il y a des Togolais quelque part qui veulent revendiquer leurs droits, on amène les soldats pour les frapper. Dès que des Togolais se réveillent quelque part pour demander de l'eau, on envoie les soldats pour les frapper. Il investit dans la sécurité pour lui-même. Quand il faut faire creuser les tranchées à la frontière du Ghana, jusque vers le Bassar là-bas, les gens disent même qu'ils posent des mines, je n'en sais rien, c'est pour sa propre sécurité. Quand il faut racheter les armes, c'est pour sa sécurité. Ce n'est pas pour la sécurité des Togolais. Puisque les Togolais, tous les jours, ils vivent dans l'insécurité. Le fait même que les Togolais se lèvent le matin et qu'ils ne mangent pas le soir, c'est une insécurité. L'insécurité alimentaire, c'est une insécurité. L'insécurité médicale, c'est une insécurité. Le manque d'hôpitaux, c'est une insécurité. Le manque de routes, où les gens font des accidents tous les jours, c'est une insécurité. Le manque d'eau sur l'ensemble du territoire, c'est une insécurité. Le manque de salaire décent pour les fonctionnaires, c'est une insécurité. Le manque de bourse pour les étudiants, c'est une insécurité. C'est ça la réalité. Donc, on ne te demande rien. On n'a pas un avenir avec toi. Toi, c'est le passé. On n'a pas d'avenir avec toi parce que tu ne peux rien faire. Tu as fait 20 ans. Quand tu étais encore très jeune, tu avais la force pour travailler. Tu n'as pas pu faire grand-chose. Ce n'est pas d'ici quelques jours, tu auras 60 ans et que tu parais très fatigué que tu vas faire quelque chose. On continue. Mes chers compatriotes, protéger, c'est la première responsabilité d'un État. Et c'est la première mission que je me donne et que je donne à mon gouvernement pour 2026. Protéger, c'est bien sûr d'abord garantir la sécurité, celle de nos familles, de nos villages et de notre territoire. Ouais. Dans une région... Comment est-ce qu'on peut garantir la sécurité des familles, des populations et des villages? Quand vous vous levez un matin, vous prenez les catapillars, vous détruisez les petits étalages des gens qui vendent dans les quartiers et vous les poussez dans la précarité. Comment vous pouvez garantir la sécurité des familles? Quand vous vous levez le matin, vous prenez des catapillars, vous détruisez tous les petits étalages des gens. Les gens que vous avez cassés, tout ce que vous avez cassé d'Agoué, Hamoukopé, jusqu'au niveau de Anakpamela. Vous avez commencé votre projet. En fin d'année là, tous les conteneurs, tous ceux qui vendaient à la sauvette que vous avez dégagés là, vous les avez poussés dans la précarité. Dépêche-toi, tout ça, vous les avez poussés dans la précarité. Un dirigeant qui se soucie de sa famille, des populations et des villages, il prend des dispositions pour protéger les siens. Il ne vient pas dans les discours raconter sa vie. Oui, mon devoir, c'est de vous protéger de ci, de ça. Alors que tous les jours, tu prends des dispositions pour casser des trucs, pour arracher les terres aux gens sans dédommagement. Les 3000 personnes qui travaillent au port autonome de Lomé, comme Docker, vous avez déjà réglé leurs problèmes, M. Fonassingui. Vous avez déjà étudié leurs problèmes pour leur faire des salaires décents. Les gens qui sont dans les usines de Batopé, qui ont eu les mains tranchées, qui sont morts, qui sont exploités par les expatriés. Je ne vais pas donner le nom d'une nationalité pour continuer que je suis xénophobe. Est-ce que vous avez pris ce problème à bras le corps pour demander à ce que, désormais, dans la zone franche, il y ait plus d'humanité, qu'il y ait plus de contrats pour les travailleurs? Ce sont des familles. Elles ont besoin d'être protégées. La responsabilité d'un État qui dit je vais protéger les familles, c'est de faire en sorte que ceux qui travaillent puissent avoir un salaire décent et que leurs droits soient respectés. Ce n'est pas les discours que tu viens servir à la nation. On continue. Nos forces de défense et de sécurité agissent avec courage et bravoure. Elles protègent nos populations et tiennent nos frontières. Je veux ce soir... Pause. D'accord. Une brèche pour les forces de sécurité. Les forces de sécurité, donc nos soldats font un travail formidable pour protéger les frontières. Ils sont au front tous les jours. Ils se sacrifient pour la nation. Quand ils meurent, tu leur rends hommage. Quand les forces de sécurité qui sont au front et qui perdent leur vie pour la République, quand ils sont tués au front, vous leur rendez hommage. Ne serait-ce qu'amener un cercueil devant, je ne sais pas quoi, quelque part où on rend honneur aux gens avant de les enterrer. Il y a eu un jeune lieutenant qui est décédé au mois de novembre, très jeune. Lieutenant, j'ai vu ça sur TikTok. Il a sauté sur une mine. Il a été enterré dans l'anonymat. Il y a plein d'autres qui meurent, qui sont enterrés dans l'anonymat. Même un simple cimetière militaire. Fonassingui, chef suprême des armées, ministre de la Défense, tu es incapable de mettre en place un cimetière militaire. Quand les soldats meurent au front, au moins ils sont morts pour la patrie, on les enterre là-bas et demain on leur rend honneur. Incapable de faire ça. Tu es chef suprême des armées, ministre de la Défense. Dans tous les pays qui nous entourent, il y a des cimetières militaires pour rendre honneur aux militaires. Les militaires, ce n'est pas seulement des gens qui sont là pour taper sur les civils, pour défendre ton pouvoir. Et après, à la fin de l'année, tu leur distribues 5 000, 10 000 avec des sacs de riz. Quand des familles acceptent que leurs enfants aillent dans l'armée et que les enfants meurent au front, il faut les enterrer au moins dignement pour rendre hommage aux familles. Tu n'es pas capable de construire un cimetière militaire pour pouvoir enterrer les militaires dans la dignité. Et tu viens nous dire que oui, ils sont là, ils défendent la patrie. Pour toi, ils sont juste des instruments que tu utilises. C'est les militaires togolais qui ne comprennent pas. Eux aussi, ils sont des serviteurs des Gnassingbé à vie. Ils sont là-bas, ils sont contents. Ils pensent que bon, l'armée, c'est une invention des Gnassingbé. Donc quand tu es dans l'armée, tu es un sujet bienveillant pour les Gnassingbé. Tu peux les servir la vie. Il y a plein de militaires qui meurent au front. On les enterre carrément dans l'anonymat. Tu ne leur rends pas hommage.
Mais tu viens les citer dans un discours. On y va, technique. Leur rendre hommage, ainsi qu'à tous ceux qui, chaque jour, veillent sur notre stabilité. Mais je dois aussi vous dire ceci. On ne protège pas un pays seulement avec des armes. Ouais. On le protège en donnant à chacun une vie digne, en donnant une place à sa jeunesse, en évitant que la pauvreté, l'exclusion ou la colère ne deviennent des terreaux de la violence. Pause. On ne protège pas un pays seulement avec des armes, mais avec, qu'est-ce qu'il a raconté? Avec quoi? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a raconté? Mais place à sa jeunesse, en évitant. On le protège en donnant à chacun une vie digne, en donnant une place à sa jeunesse, en évitant que la pauvreté, l'exclusion ou la colère. Pause. Il dit, on ne protège pas seulement un pays avec les armes, mais en donnant de la dignité à sa population et tout. Il a raconté tout un tas d'histoires. Je ne sais pas qui lui écrit les discours. Hein. Je pense qu'on lui écrit, il lit, il ne sait même pas ce qu'il lit. Et parfois, il lit le contraire de ce qu'il fait. Et visiblement, celui qui lui écrit les discours, il se moque de lui. C'est toi, Faure Gnassingbé, qui achète les armes, qui a multiplié les casernes partout. Dans le document sur le rapport sur l'état des lieux de l'armée togolaise, que j'ai lu une partie ici, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de casernes qui sont au Togo et les mini-camps qui sont au Togo. J'ai la liste. Et tout ça participe à semer la terreur au sein de la population pour que les gens évitent de s'organiser contre le pouvoir. Les petits camps, les brigades de gendarmerie, les lieux de détention secrets, tout ça. Mais c'est lui qui vient nous dire, oui, qu'on ne protège pas un pays seulement avec les armes. Je me souviens qu'en 2000 ou 99-2000, Eyadema était venu sur le campus. C'est ce jour-là que Eyadema a subi la pire humiliation de sa vie. Et on était au cœur de ça. Quand Eyadema est venu sur le campus, la veille, quand les petits gardes du régime sont venus afficher le communiqué qu'Eyadema allait venir sur le campus, je vous ai dit ça plusieurs fois, on a fait des réunions pour attaquer Eyadema. Mais le matin, à 4 heures, nous, on est restés, certains parmi nous, on était dans l'unité opérationnelle, on est restés sous le château qui est au campus là-bas. C'est là-bas qu'on a défini notre stratégie. On est rentré à la maison dormir un peu. À 4 heures, on était sur le campus. Quand on est arrivé sur le campus à 4 heures, il y avait des chars partout, dans les champs de maïs. Vous savez qu'à l'époque, le campus était une grande bourse. Les chars étaient partout, les armes, les 12-7, les balles. Et quand tu vois ça, toi-même, tu commences pas à trembler. Et c'est sur le champ qu'on a changé nos plans. Et donc, quand on était dans la foule, quand Eyadema parlait, il disait oui, la paix. Les Gnassingbé, non que c'est le mot, hein. Ils tuent. Mais c'est eux qui vous envoient toujours le mot la paix. La paix, la paix, la paix. Mais c'est eux qui arrêtent, qui tuent, qui torturent. Mais ils viennent vous dire, rien ne vaut la paix. Donc Eyadema est venu et il a commencé par raconter ces histoires. Oui, la paix ici. Aboué était Premier ministre. La paix par là, la paix de quoi, et tout. Et nous, dans la foule, on a commencé par crier sur lui. On disait, mais d'accord, mais c'est lui qui tue les gens. C'est lui qui fait réprimer les manifestations sur le campus. Ce qu'ils ont fait en Angola, c'était la paix. Ce qu'ils ont fait au Libéria, c'était la paix. Ce qu'ils ont fait en Sierra Leone, c'était la paix. On a commencé par crier un peu comme ça. Et je me rappelle, Aboué s'est levé, il a pris la parole. Il a dit, oui, quand le chef de l'État parle, il faut se taire. On a crié sur lui, il est parti s'asseoir. Et donc, ils sont toujours dans cette logique-là. Quand ils sont là pour berrer les gens, ils disent, oui, c'est la paix. Mais quand vous maintenez Jean-Paul Omolou en prison, c'est la paix. Depuis 4 ans, détention préventive. Quand vous avez maintenu Aziz Goma, jusqu'à l'histoire, il est sorti totalement paralysé. C'est la paix. Quand vous avez maintenu Fadel en prison, qui est sorti en perdant le usage de ses jambes, c'est la paix. Quand vous gardez Madame Nyakadé en prison, c'est la paix. Quand vous prenez des unités spéciales pour aller enlever un petit comédien à camper là-bas et aller l'enfermer, c'est la paix. Donc, voilà quelqu'un qui dit, on ne protège pas seulement un pays avec les armes, mais il donne 13 milliards aux Israéliens pour faire sa sécurité. Les 13 milliards peuvent mettre de l'eau un peu partout sur l'ensemble du territoire. Quand Madame Grace Koumaï se fait abuser dans une brigade de gendarmerie et que vous, en tant que premier responsable du pays, vous ne donnez pas des instructions pour qu'on arrête les responsables, c'est la paix. Peut-être que c'est la paix, P-A-Y, comme l'autre l'a défini. Un mot de 4 mots. Peut-être que c'est cette paix-là dont vous parlez. Mais la vraie paix, je ne suis pas certain. Vous dites, il faut que la jeunesse ait les conditions dignes. Les étudiants, tout le monde sait dans quelles conditions ils étudient. Ils n'ont même pas de moyens de déplacement, ils n'ont pas de stage, ils n'ont pas de bourse, ils n'ont que des miettes qu'on leur donne. Les fonctionnaires, ils prennent des salaires de misère. C'est ça, un pays digne, une famille digne, la jeunesse qui est digne. Aujourd'hui, quand tu prends 100 jeunes au Togo, 100 jeunes au Togo, peut-être 90 vont vous dire que leur seul souhait c'est de quitter le Togo. Quand tu prends 100 jeunes au Togo, aujourd'hui, 90 vont vous dire notre seul souhait c'est de quitter le pays. Parce que ce pays n'offre plus aucune opportunité. Les jeunes Togolais ont tellement du dégoût pour leur pays que 95% des jeunes disent nous cherchons un moyen pour partir, pour quitter le pays. Un pays où il y a la paix, où il y a les opportunités, les jeunes ne quittent pas le pays en masse. Il m'a été rapporté qu'à l'aéroport de Lomé, jusqu'à une certaine période, quand il y a des vols, maintenant que les histoires des visas se sont arrêtées un peu, mais quand il y a des vols, mais il y a énormément de jeunes qui prennent l'avion tous les jours, qui partent, qui quittent le pays en masse, comme s'il y avait une immigration. Immigration, je ne sais plus. L'un des deux. Le fait de quitter son pays. Donc, il y a tellement de jeunes qui quittent le pays et ça se sent à l'aéroport. Si vous allez chercher aujourd'hui les statistiques à l'aéroport international de Lomé, vous allez comprendre que les jeunes quittent le pays en masse. Et lui, il sort. Comme il est dans le monde des bisounours, il est dans sa bulle. Immigration, merci. Il vient nous dire, oui, on ne protège pas seulement le pays avec des armes, alors que tu dis un problème avec les armes. Tous les jours, quand tu sors, c'est les armes que tu mets devant.
Quand toi, tu sors dans la rue, c'est les armes que tu mets devant. Aucun Togolais ne peut approcher fort dans la rue pour lui dire, oh, monsieur le président, je voulais vous dire bonjour. Aucun Togolais. Vous voyez la présidence de Kéké là-bas, même la présidence qui est à la plage, vous ne pouvez même plus vous approcher de 100 mètres ou de 200 mètres. Quand vous passez devant la présidence de Kéké là-bas, en tout cas, la rue même a été bloquée. Mais quand vous passez là-bas, vous êtes sur moto ou voiture, vous n'avez même pas le droit de regarder le portail de la présidence. Il faut être droit dans votre voiture. Comme si c'était un lieu que personne ou les citoyens n'ont pas le droit de visiter. Je suis allé plusieurs fois en Afrique du Sud, à la présidence de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, la présidence est divisée en deux. Il y a un grand jardin, un très grand jardin qui est ouvert au peuple. Les gens qui ont les anniversaires, les réceptions, ils viennent. C'est dans l'enceinte, c'est un complexe. Vous venez dans la présidence là-bas. Vous avez accès à ce jardin-là. Vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Et il y a une autre partie qui est fermée pour la population. Au Togo, même à 200 mètres, tu n'as pas le droit de regarder le portail de la présidence. Et il vient me dire, il parle de la paix. La dernière fois, quand ils venaient faire le truc à la marina, à la plage, ils ont chassé tous ceux qui étaient à la plage côté Ibis. Ils ont éloigné tout le monde. Et c'est lui qui nous parle de paix. Il faut déconstruire ce genre de discours. On continue. Polaires ne deviennent des terreaux de la violence. La sécurité vient donc aussi du développement. Elle vient de l'emploi. Elle vient de l'accès aux services essentiels. Elle vient d'un pays où personne ne se sent oublié. Pause. Quand un enfant... Pause. Il dit, la sécurité vient aussi des services essentiels. Dans son propre village, il n'y a pas l'eau. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Il fait 20 ans au pouvoir. Dans son propre village, il n'y a pas l'eau. Je l'ai dit plusieurs fois. Après, les gens eux-mêmes font des vidéos maintenant pour dire que chez eux, il n'y a pas l'eau. Et c'est sur l'ensemble du territoire. L'eau, c'est la vie. C'est un service essentiel. Il n'y a pas de centre de santé dans les villages. Il n'y a pas des hôpitaux dignes de ce nom. Même dans Kitalafia, c'était on peut même d'aller là-bas. Il a été rapporté qu'un baron, sénateur, a fait récemment une crise. On l'a amené à Dr. Talafia. L'année dernière, il avait déjà perdu sa femme dans cet hôpital. Il en a gardé de très mauvais souvenirs par rapport à leur incompétence et tout et tout. Il avait juré qu'il n'allait plus jamais venir là-bas. Mais comme il a fait une crise, donc il était inconscient, on l'a amené là-bas. Dès qu'il s'est réveillé, et on lui dit que c'est ici qu'il est. Il a dit, oh, lui parle. Il va partir, il va rentrer. Il a quitté, il est rentré à la maison. C'est un vieux baron, c'est pas un jeune, un très vieux baron. Il a déjà perdu sa femme dans cet hôpital-là. Il en a gardé de très mauvais souvenirs. Donc quand il a fait sa crise d'hypoglycémie, je ne sais pas quoi, on l'a amené là-bas. Quand il s'est réveillé, il a vu qu'on a écrit Dr. Lafia. Il a dit, je pars. Donc, pour dire que les infrastructures, les services de premier, quoi il dit là, ça n'existe pas au Togo. Qu'est-ce qui existe réellement au Togo qu'on peut appeler les services de premier soin, tout ça? Il n'y a absolument rien. Le CHU, c'est un mouroir. On continue. Quand un enfant peut aller à l'école en paix, nous renforçons la sécurité. Quand une famille a accès aux soins, nous renforçons la sécurité. Quand un agriculteur peut vivre de son travail, nous renforçons la sécurité. Point. Et quand un village... Agriculteur, parlons-en. Mais force se fout des Togolais. Et je dis, quand un agriculteur peut vivre de son travail, nous renforçons la sécurité. D'accord. Il y a des gens qui sont dans le soja, qui ont créé la filière de soja eux-mêmes. C'est des Togolais qui se sont organisés pour créer la filière de soja. Donc il y a la filière conventionnelle, il y a la filière bio. C'est des Togolais qui se sont organisés. Ce sont des jeunes qui ont organisé les paysans en coopérative au moment où les paysans quittaient le coton parce que le coton ne rapportait plus. Et ils ont créé la filière soja. Dès que la filière soja a commencé par porter, tous les barons sont rentrés dedans. Fora a amené des Indiens, soi-disant la pire, ils sont rentrés dedans. Comme des cochons qui arrivent dans un champ, qui mangent tout et qui partent, ils ont détruit toute la filière. Ils ont détruit toute la filière soja. Aujourd'hui, les Indiens ont semé la zizanie dans la filière soja. Tous les jeunes entrepreneurs qui organisaient les paysans en coopérative et qui faisaient de la filière soja une filière porteur. Parce que la filière soja, à un moment donné, a fait jusqu'à 50 milliards de chiffre d'affaires. C'est ça qui a attiré l'attention des vautours. Ils sont rentrés dedans. Ils ont détruit la filière soja. Aujourd'hui, je connais beaucoup de producteurs de soja qui ont abandonné la filière. Les paysans dans les villages là-bas, ils sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Je vais vous jouer une vidéo sur la filière anacarde qu'ils ont aussi détruit avec les Indiens. Et la vidéo que je vais vous jouer, une fois que vous suivez cette vidéo-là, chacun va tirer ses conclusions. Il y a des gens, des familles à Sokolé qui ont perdu leur emploi à cause de ces étrangers, ces Indiens, ces expatriés, que fort, et ces raisons ont amené, qui sont rentrés après la filière soja, ils sont rentrés dans la filière anacarde et ils sont en train de détruire la filière anacarde. Vidéo. Par une visite à Sagbadaï dans la ville de Sokodé. Les ministres du ADG de l'industrie et à Tchadédi, les transports y étaient pas pour du tourisme mais plutôt pour par une visite à Sagbadaï dans la ville de Sokodé. Les ministres du ADG de l'industrie et à Tchadédi, les transports y étaient pas pour du tourisme mais plutôt pour découvrir le complexe agroalimentaire Cajou du centre, une usine qui emploie un peu plus de 250 personnes pour la transformation de la noix de cajou. Voyons cela avec Nestor. Bonjour. Cajou du centre, 5 km à l'ouest de la ville de Sokodé. L'infrastructure est une usine, un complexe agro-industriel, résultat de la promotion de l'investissement privé. Ici, les noix de cajou suivent une transformation et le produit fini, l'amande biologique du cajou. L'usine vient booster le secteur privé, le gouvernement togolais, pour atteindre des performances économiques mises sur le plan national de développement PND et l'investissement privé, un pilier central de cette relance économique. Nous avons commencé par l'exploitation agricole et après un certain nombre d'années, nous avons monté l'unité qui aujourd'hui transforme les noix de cajou en amande de cajou. Et par la suite, il y a d'autres produits dérivés que nous aurons à développer aussi. Aujourd'hui, nous sommes autour de 1500, nous projetons aller jusqu'à 3000, 3500 tonnes.
et puis l'extension de notre exploitation agricole. L'infrastructure crée la richesse, lutte contre le chômage et contribue à la croissance économique. Ici, environ 300 personnes sont employées, majoritairement des femmes. Avant, on était au chômage, mais avec ce travail, nous avons pu faire quelque chose. Nous survivons aux besoins de nos enfants. Ici, dans la région centrale, nous avons plein des anacards. Donc, nous souhaiterions qu'il y ait plein d'usines. Nous disons merci au chef de l'État qui a fait cette politique des usines. Le ministre Kodjo Adedje du commerce, de l'industrie et de la consommation locale et son collègue Afo Atchadedji, en charge des transports, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, ont fait le déplacement du site pour apprécier les performances du complexe qui répond à l'AS 2 du PND. Le Togo, dans une vision stratégique, entend réduire progressivement l'exportation des produits bruts. Leur transformation sur place reste un atout dans la chaîne de production aux résultats très encourageants. À feuille de route, une façon de dimensionner la grande vision que porte son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire de notre pays, le Togo, un pays en paix, une nation prospère, avec une croissance économique inclusive et durable. Cette vision-là se met en œuvre, surtout s'agissant de l'axe de créer, dynamiser la création d'emplois, mais bien entendu en mettant le focus sur l'effort de notre économie. L'agrobusiness, ce qui est produit localement, qu'on puisse le valoriser. Et nous tenons toujours à dire merci à ce promoteur qui a créé un écosystème ici à Sokolé. En tout cas, il peut compter sur le gouvernement. Nous allons lui apporter notre appui. L'usine aujourd'hui a créé une connexion entre les préfectures qui fournissent de la matière brute, noix du cajou. Il y a un an, elle a bénéficié d'un appui du MIFA. Construite sur 1 hectare, Cajou du Centre soutient les producteurs à la base qui exploitent plus de 550 hectares d'anacarde bio. La noix de cajou. Vous savez pourquoi j'ai passé la vidéo? Vous savez pourquoi j'ai passé la vidéo? Leur propre vidéo. Hein. Voilà un promoteur privé, quelqu'un qui allait faire un prêt à la banque et qui a créé tout un écosystème, comme eux-mêmes le disent, et qui a organisé les paysans et qui emploie plus de 350 personnes. C'est les derniers chiffres, 350 personnes, surtout les femmes, dans la région centrale. Vous savez pourquoi j'ai passé la vidéo? Eh bien, parce que l'usine a fermé. L'usine a fermé parce qu'on a amené les Indiens qui sont venus créer la zizanie dans la filière et détruire la filière. Donc, les 300 personnes ou 350 personnes que je dis sont au chômage aujourd'hui. L'usine que vous voyez là, elle a fermé. C'est à Sokolé. Imaginez 300 personnes qui travaillent dans une usine à Sokolé. 300 femmes, 300 personnes. L'usine a fermé. Parce que l'État togolais est incapable de protéger les opérateurs économiques nationaux. Même plus grave, le régime même va chercher les Indiens qui viennent semer la zizanie dans les filières. Donc cette usine que vous voyez, qui a reçu la visite de plusieurs ministres, il y a la ministre Mivedor aussi qui est là-bas. L'usine a fermé. Ce sont les femmes de Sokolé, leurs enfants, qui m'ont envoyé l'information et je suis allé chercher la vidéo. Que leurs mamans sont à la maison. Que leurs mamans sont à la maison. 300 personnes. Ils ont amené les Indiens. Les Indiens sont rentrés dans la filière. Ils ont commencé par désorganiser la filière, casser les prix, faire du n'importe quoi. Et ce n'est pas la seule usine qui a fermé. Il y a une autre usine à Tchamba, elle tient pour le moment. Il y avait une autre usine dans la zone de Brita qui a fermé aussi. Et voilà ce mec qui vient dans un discours nous dire que l'agriculteur doit vivre de son produit. Voilà ce que les agriculteurs produisent. Et il est incapable de les protéger par des lois de la République. Dans les pays européens, quand une seule usine veut fermer, c'est un drame national. Il y a un débat national. On dit, mais cette usine, c'est le fleuron de l'agriculture. C'est ci, c'est ça. On ne doit pas fermer ça. Même si le promoteur est en difficulté, l'État l'aide. Adedji, allez voir ce qu'il a raconté. Tantôt dit BND, tantôt dit feuille de route, après c'est feuille de route, je ne sais pas quoi il racontait les histoires. Que l'État est là pour les accompagner. Je vous dis que l'usine a fermé. L'usine a fermé. Donc, les 300 personnes que la TVT est en train de mettre en valeur, que l'usine emploie les 300 personnes, les 300 personnes là sont au chômage. Le promoteur n'en peut plus. L'usine a fermé. Et c'est tout l'écosystème qu'ils ont décrit là qui est à terre. C'est comme ça que le système, le régime d'Enyassibé détruisent les entrepreneurs togolais. Nous avions les Nana Benz qui faisaient la fierté du Togo. Mais comme on ne veut pas qu'il y ait des Togolais qui aient de l'argent dans le pays, parce que si les gens ont de l'argent et que le régime ne les contrôle pas, ils seront dangereux pour le pays. Ils sont partis amener les Chinois qu'ils ont mis dans la filière, dans le système d'épargne. C'est les Chinois qui ont commencé par rentrer dans les trucs d'épargne. Ils ont mis les Chinois dans l'épargne. Les Chinois qui sont chez nous, qui devaient être des vendeurs de détail, sont devenus des gros importateurs. Après, ils ont amené les Sahéliens. Les Sahéliens, avant, ce sont nos mamans qui achetaient l'épargne de l'extérieur et leur donnaient en détail. Les Sahéliens sont devenus des gros importateurs de tissus. Les Chinois aussi. Et ils ont affaibli nos grands-mamans qui sont dans le marché. Et le comble, c'est qu'ils ont brûlé le marché. C'est ça, un pays qui protège ses opérateurs économiques. C'est ça, un régime qui protège les opérateurs économiques. Ce monsieur qui est de Sokolé, qui est parti faire un prêt à la banque et qui a mis cette usine. Et il avait un champ de plus de 500 hectares. Et il projetait encore 12 hectares. Aujourd'hui, il a fermé boutique. Les 300 personnes qui travaillaient avec lui à Sokolé sont à la maison. Et quand vous allez fouiller encore, peut-être que le terre aussi est passé par là. Il y a certainement aussi un redressement fiscal. Donc, tu as un État qui est incapable de protéger les opérateurs économiques nationaux. Dites-moi, nous sommes en fin d'année, début d'année. Vous connaissez combien d'opérateurs économiques togolais qui sont des millionnaires? Je ne parle pas encore de milliardaires. Vous connaissez combien d'opérateurs économiques togolais qui, après avoir payé les impôts, tout ça de leur chiffre d'affaires, sont millionnaires? Millionnaire, je ne parle pas de milliardaire. Quelqu'un qui a 200, 300, 600 millions sur son compte, qui est millionnaire, qui est dans le BTP, qui est au port autonome de Lomé, qui est dans le transit, qui est dans l'agriculture, qui est dans l'importation. Vous en connaissez un seul? Si on doit compter les millionnaires au Togo, les millionnaires, les gens qui peuvent frapper la poitrine, que je suis millionnaire de par mes activités. Je ne parle pas encore de milliardaires. Milliardaire, c'est un autre sens. Je parle de millionnaires. Vous connaissez des jeunes entrepreneurs togolais qui sont millionnaires dans ce pays-là? Vous en connaissez? Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout.
Ils ont affaibli tout le monde. Et lui, il sort pour nous dire gaillardement, oui, la responsabilité de l'État, c'est quand il y a un agriculteur qui produit et qui vit de sa production, c'est une sécurité. Mais vous ne protégez pas les agriculteurs. En France, vous avez tout le débat qui est autour des agriculteurs. Les agriculteurs qui arrivent dans la capitale avec leur caterpillar pour bloquer les rues, pour déverser devant la maison des dirigeants des déchets, des nourritures et tout ça. Parce que c'est un secteur très sensible. L'agriculture, c'est comme l'eau, c'est la vie d'un pays. Donc vous voyez ce monsieur-là, qui a secouru là-bas, qui a eu une idée ingénieuse de créer une filière anacarde, une industrie pour transformer le produit et l'exporter. Ce qui fait vivre des centaines de familles. Il a fermé boutique. Il a fermé son entreprise. Et il y a plein d'autres jeunes au Togo qui ont fermé leurs entreprises comme ça, dans presque tous les domaines. Mais forçons gaillardement pour nous raconter des histoires. Allons-y. On reprend son discours. Depuis plusieurs années, notre pays progresse. Il progresse en matière d'infrastructure, de stabilité. Depuis plusieurs années, notre pays progresse. Il progresse en matière d'infrastructure, de stabilité économique, d'intégration. Il dit depuis plusieurs années, notre pays progresse. Il progresse en infrastructure. Vous en connaissez? Qu'il a pu faire sans problème? Il dit que depuis plusieurs années, notre pays progresse en infrastructure. Il a fait l'autoroute qu'il a promis. Il a fait des routes à Lomé. Lomé est l'une des capitales de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, où les rues de la capitale ne sont pas goudronnées, ne sont pas assainies. Alors qu'avant, les autres pays étaient en retard, on avait plus ou moins quelques rues qui sont goudronnées à Lomé, les gens nous enviaient. Aujourd'hui, la capitale togolaise, puisqu'elle s'est agrandie, Lomé est la seule ville aujourd'hui en Afrique de l'Ouest où il n'y a pas de route dans les quartiers. Quand tu sors des axes, les axes principaux pour rentrer chez toi dans la boue, c'est dans la boue. Donc, il n'y a même pas d'infrastructure. Les rares chantiers que lui-même a lancés, qui sont à Dakpame, tout ça là, c'est les chantiers qui sont à l'abandon. C'est les chantiers qui sont à l'abandon. Il y a plus de 6 ans qu'ils font la route de Lomé-Balimé. Je ne sais pas s'ils ont terminé. Ça fait quoi? 112 km ou 100 combien de kilomètres Lomé-Balimé? 119 km. On peut faire une route de 100 km en 6 ans, 7 ans. Ce n'est pas une autoroute. Ce n'est pas une route à double voie. Les rues d'Akore-Siwa, partout, c'est à l'abandon. Le contournement qui sort chez Bawara, qui part de Kégué, Somayaf et qui sort chez Bawara, c'est à l'abandon. Il a terminé ça. Et c'est lui qui nous dit que le pays progresse en infrastructure. Alors qu'on met les puisards sur la route que lui-même passe. Peut-être que c'est ça le progrès. La route que lui-même utilise pour aller à l'aéroport, on met les puisards pour retenir l'eau. Peut-être que c'est ça le progrès. Selon lui. C'est ça le progrès. Il y a des routes qu'on a eu à faire vers Guérékouka, dans la zone de Bassa. Ces routes sont déjà en train d'être décapées. La route n'a pas fait 2 ans. Elle est totalement des travaux qui ont été faits approximativement. Il y a des gens qui font des vidéos tous les jours pour dire qu'on vient de faire la route à peine 2 ans. La route est totalement à terre. Et il nous dit que nous progressons. On prend 10 ans pour faire un seul pont. Il nous dit qu'on progresse. Allons-y. Régional de digitalisation. Ces efforts sont réels et ils doivent être reconnus. Nous devons maintenant franchir un cap supplémentaire. Transformer le Togo aujourd'hui, c'est d'abord investir dans notre première richesse. Cette richesse, c'est vous, les Togolaises et les Togolais. Votre éducation, votre formation professionnelle. Il dit, nous devons investir dans les Togolais parce que c'est la richesse du pays. Il reprend, je reviendrai là-dessus, et que c'est nous. C'est notre éducation, c'est notre ci, notre ça. Mais les seuls qui ont les circuits d'investissement Togo, ce sont les femmes de Fonds Nassibé. Et lui-même, 2 ou 3 de ses copains. Aucun Togolais aujourd'hui ne peut investir en toute liberté dans ce pays. Les gens qui sont de la diaspora, que ce soit les États-Unis, l'Europe, le Canada, qui ont amené des projets au Togo, ils sont repartis, ils ont fermé. Parce qu'on leur a créé trop de soucis. Les gens ont fermé, ils sont repartis. Ils viennent nous dire, oui, que la seule richesse, c'est vous. On va investir en vous. L'investissement, c'est le novice. C'est les sacs de riz qu'ils partagent aux gens. On continue. Formation professionnelle, votre santé, votre jeunesse. Un pays ne se développe pas uniquement avec des routes, des ports et des usines. Pause. On nous le dit souvent. Il se développe avec des femmes. Il dit le pays ne se développe pas. Il dit c'est les jeunes. 95%, même 100% des gens qu'on vient de libérer de prison sont des jeunes. 100% des gens qu'on vient de libérer de prison, ceux qui ont fait 6 ans, ceux qui ont fait 7 ans, ceux qui en sont morts, ceux qui sont paralysés, sont des jeunes. Faut l'assumer. 100% des jeunes des gens que tu viens de libérer de prison, ce ne sont pas des détenus politiques, ce sont des jeunes. Comment tu as un dirigeant? Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec ta gouvernance, c'est la prison. Dès que quelqu'un sort dans la rue pour manifester, parce que le droit de manifestation est garanti par la Constitution, prison. Dès que les jeunes disent, nous ne sommes pas d'accord, on n'a pas de bourse, on n'a pas de l'eau, on n'a pas ci, prison. Et tu viens, tu nous dis que c'est dans ces jeunes-là que toi tu investis. Barry Moussa Baké était ministre en 82. Barry Moussa Baké, il était ministre en 1982. Ou même avant. Après le port et tout ça. 40 ans après, il a toujours aux affaires. Et tu viens nous dire que toi, tu veux investir dans les jeunes. Tu veux investir dans les jeunes. Les étudiants qui sont là-bas, qui n'ont pas de bourse, que vous empêchez de s'exprimer. Les jeunes qui sont devenus des étudiants partout, qui cherchent seulement à fuir le Togo. Tu viens dire que votre objectif, c'est d'investir dans les jeunes. Ouais. Allons-y. Des hommes
capable de créer, d'innover, de construire, de rêver. Pause. Il se développe Pause. avec des femmes et des hommes. Il dit notre pays, il dit, un pays ne se développe pas seulement avec les ports, et il faut répéter là-bas, technique. Des hommes capables de Non, créer, là, vous dites que c'est pas seulement les d'innover, ports, les routes. de construire, de rêver grand. Transformer le Togo, c'est aussi transformer nos territoires. Un pays ne se développe pas capable de créer, d'innover, de construire, formation professionnelle, votre santé, votre jeunesse. Un pays ne se développe pas uniquement avec des routes, des ports et des usines. Point. On nous le dit souvent. Pause. Un pays ne se développe pas seulement avec le port, les routes, les usines. Tu nous as déjà fait les comptes du port? Un pays ne se développe pas seulement avec le port, les routes, les usines, d'accord. Mais tu nous as déjà fait le point sur les recettes du port. Où sont les recettes du port? Un pays ne se construit pas seulement avec les routes, le port et les usines, d'accord. Bon, où sont les recettes du port? Au moins, on a le port. Au moins, il y a les usines. Où sont les recettes du port? Un pays ne se construit pas seulement avec les ports, dit-on souvent. Mais où sont les recettes du port? Où est-ce que tu mets les recettes du port? Un pays ne se construit pas seulement avec les mines. D'accord. Je demande à la technique de couper cette partie, de laisser cette partie. On va jouer une vidéo des populations togolaises qui se plaignent des dégâts que les mines ont créés dans leur région. Il dit, un pays ne se développe pas seulement avec les routes, les ports et les usines. Il allait ajouter les mines. Mais on va montrer que les ports, les usines, les routes, ou bien le port, les usines et les mines peuvent détruire un pays quand on ne met pas les intérêts des populations dans ces projets-là. C'est le cas de Raotoué, c'est le cas de toute la zone de Vaux, lac mine et tout ça. C'est le cas de toutes les terres que vous voulez récupérer chez les gens actuellement pour les phosphates. Vous avez détruit ces zones-là. Mais vous dites qu'un pays ne se développe pas seulement avec les ports et les usines et peut-être les mines. Mais vous détruisez là où vous trouvez les mines. On va aller à Bassa. On va écouter ce que les gens de Bassa disent sur l'exploitation du fer qui a eu lieu à Bangeli et ce que ça a détruit dans leur vie. Écoutons ça ensemble. Moi, je suis de Biakpabé. Et effectivement, la société s'est implantée à Biakpabé et c'est tout juste derrière moi, ma maison même. Tout ce qu'ils avaient promis, on ne voit rien. Présentement, il y a la poussière qui quitte la montagne et qui envahit même le village. Le barrage que nous-mêmes on avait fait de nos cotisations, ils ont fait notre barrage qui a cédé, qui est venu remplir sur notre barrage de terre. Donc notre barrage est parti. Ni les bœufs, ni les chèvres, même les élèves allaient dans notre barrage pour faire la lessive. Présentement, il n'y a plus d'eau pour laver les choses. Là, c'est là qu'on puisait l'eau pour faire les briques. On ne peut plus en trouver. Maintenant, tout le monde a oublié de s'abattre sur les quelques forages qui sont au village. Et maintenant, les forages aussi, ça se gâte. On n'a pas d'aide. Et eux-mêmes ne contribuent à rien. Les fonctionnaires, les gens qui ont amenés comme ouvriers, ils se logent chez nous. Eux aussi contribuent à gâter nos forages. Alors que la société même ne vient pas en aide. Le dispensaire est là. C'est nous qui avons cotisé pour construire ce dispensaire-là. Hein? Et c'est nous qui avons payé ces fonctionnaires-là pendant plus de 6 ans. C'est moi qui ai recruté même l'infirmier à Kara pour amener à Biakpabé. On a payé. Avant que, maintenant, tout dernièrement, le ministère, au moment d'Ao, on a reconnu le dispensaire et on a affrété l'infirmier. La coucheuse, c'est nous qui la payons. Les infirmiers, les 3 infirmiers, c'est nous qui continuons, les dispensaires ne continuent pas à les payer. Et nous, on contribue toujours. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut. Dans notre bénéfice, à quoi? Il y a un petit frère qui a fait un forage. Le blanc refuse même que nous, nos parents, aillent puiser dans ce forage-là. Alors que ce n'est pas lui qui a fait le forage. Voyez-vous? Mais finalement, nous, on ne comprend rien. Ils sont venus pour nous aider, mais c'est pour nous terminer encore. Avant l'installation de fer, on était encore mieux que ça. Nos petits frères faisaient des jardins tout le long du barrage. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau pour faire ces jardins-là. Ceux-là, c'était leur moment, c'est-à-dire après la culture, c'est les jardins que les gens profitaient dans ces moments de soudure, c'est-à-dire libre, quoi. Maintenant, il n'y a plus rien. Pas de tomates, pas de gombo, pas de goma, rien. Et c'est ces jeunes-là, c'est ça qui les retenait au village. Mais un jour, ils vont partir tous, faute d'eau. Donc, vraiment, nous sommes venus vous voir pour que vous nous classez les voies et moyens, comment on peut faire pour au moins aboutir à quelque chose de mieux pour nos populations. Deuxième vidéo, il y en a une deuxième. Ou c'est l'unique? Il y a 2 vidéos des populations de Bassa qui... Voilà, deuxième vidéo. Vous allez voir ce que les gens disent de l'exploitation de la mine de fer à Banjoli et de ce que ça crée comme dégâts dans leur vie. Et vous avez une idée de ce qui se passe à Raotoué, un peu partout dans le Vaud et jusque dans le Sior. Le gars, il explique que l'infirmier du village, c'est eux qui l'ont recruté, les villageois. Les accoucheuses, c'est eux qui les ont recrutés. C'est eux qui payent l'accoucheuse du village. Il n'y a pas d'eau. Avant l'exploitation du fer, de la mine de fer, ils avaient leur propre barrage. Et ils faisaient les travaux du maraîchage. Ils arrivaient à vivre. Les gens qui sont venus pour faire l'exploitation de la mine ont détruit le barrage. Ils n'ont même plus d'eau aujourd'hui. Un de leurs frères a réussi à faire un forage. Ceux qui exploitent la mine leur interdit d'aller chercher de l'eau dans le forage. Et que tous les jours, c'est la poussière qui rentre dans leur maison. Les jeunes sont en train de partir. Nous sommes à Banjoli, à Bassa. Si la deuxième vidéo, vous pouvez passer. S'il n'y a pas de souci. Je regarde les techniciens au téléphone pour voir. Il y avait 2 vidéos. On n'a rien fait. Par exemple, on sait que bon, dans tout ça là, il y a des inconvénients pour le village. Par exemple, on a des sources d'eau ici. Tout est tari. On ne nous fait pas des pompes. Et pour les pompes, des choses mobiles là, normalement ça c'est pour boire. Par exemple, le village, on pouvait électrifier le village. Et actuellement, il ne pleut pas, il y a l'environnement. Tout ça là, on souffre. Vous voyez, on a beaucoup d'inconvénients, sincèrement.
est-ce que Faure Gnassingbé qui nous dit ce n'est pas par les ports, par les routes, par les usines qu'on développe un pays, et donc par les mines qu'on développe un pays, mais pas les humains. Sur le principe, je suis d'accord un peu avec lui. Mais qu'est-ce qu'il fait déjà des mines qui sont exploitées, des recettes des mines qui sont exploitées? Si on ne développe pas un pays par le port ne doit pas être finalement un malheur pour le pays. Si on ne développe pas un pays par les mines ne doivent pas contribuer à appauvrir les populations. Aujourd'hui, les populations de Vaugan, de Zio, tout ça, sont les plus pauvres du Togo parce qu'on leur a arraché toutes les terres pour exploiter le phosphate. Les populations de Banjoli, c'est elles qui se plaignent dans la vidéo. On leur a tout pris, on leur a pas amené l'eau, on leur a pas amené l'électricité, et ce qu'eux-mêmes ils avaient a été détruit par ceux qui sont venus exploiter la mine. Et ça va être la même chose avec l'exploitation du manganèse en Aïga là-bas ou du marbre, c'est fabriqué là-bas partout. Donc, tu ne nous as jamais fait les comptes de tous ces biens que nous avons en commun. Parce que le port, c'est une richesse de tous les Togolais. Tu n'es pas le seul propriétaire des richesses du Togo, M. Faure Gnassingbé. Le port, c'est pour tous les Togolais, y compris nous qui vous parlons aujourd'hui. Tous les Togolais ont le port autonome de Lomé en héritage et en partage. Je pèse bien mes mots. Tous les Togolais, du sud jusqu'au nord, sont propriétaires du port autonome de Lomé en héritage et en partage. Ça veut dire que les ressources du port autonome de Lomé doivent profiter à tous les Togolais. Tous les Togolais du sud jusqu'au nord sont propriétaires des phosphates en héritage et en partage. C'est-à-dire que les ressources doivent profiter à tous les Togolais. Et ainsi de suite. Le clinker, le manganèse, tout ça, l'or, tout ce que vous exploitez. Mais comment se fait-il que c'est toi seul qui bloque ces richesses et tu ne fais de compte à personne? Et tu viens nous dire gaillardement, oui, que ce ne sont pas les ports, les routes et les mines qui développent un pays. Tu as raison, parce que toi, tu ne prends pas la route, tu es en l'air. Ce ne sont pas les routes qui développent un pays, d'accord, mais tu es en l'air. Si les routes ne développent pas un pays, comment est-ce qu'on peut convoyer la nourriture des villages vers les centres-villes pour vendre? Je ne sais pas qui t'a écrit le discours, mais la personne s'est bien foutue de ta gueule. Les routes ne développent pas un pays. Ah bon? Parce que toi, tu es en haut. Tu es toujours un jet privé. Tu es dit à Milan vendredi. Tu es rentré hier à Lomé. Vendredi, tu es dit à Milan. Hier, tu es rentré à Lomé. Peut-être que ce soir, tu es à Pia. Après, tu es encore ici. Le mois de décembre, tu as fait au moins 29 voyages. Pratiquement 29 voyages en l'air. C'est normal parce que tu n'es plus à terre. Tu ne sais plus si la route contribue à quelque chose. Et donc, tu viens nous dire, oui, que les routes, on ne développe pas un pays seulement avec les routes. Ah bon? Comment est-ce qu'on va acheminer les marchandises? Comment est-ce qu'on va acheminer les biens de service si on ne développe pas un pays avec les routes? On va mettre ça sur les dos d'âne. Pas dos d'âne en tant que route, je parle de la bête. On va mettre ça sur les dos d'âne et faire comme au temps de Jésus. C'est ça? Et vous êtes économiste. Il dit, la chute du discours, il dit oui, c'est dans l'humain. Allons-y. Depuis plusieurs années, notre pays progresse. Il progresse en matière d'infrastructure, de stabilité économique, d'intégration régionale, de c'est vous, les Togolaises et les Togolais. Votre éducation, votre formation professionnelle ne se développe pas uniquement avec des routes, des ports et des usines. On nous le dit souvent. Il se développe avec des femmes et des hommes capables de créer, d'innover, de construire, de rêver grand. Transformer le Togo, c'est aussi... Un pays se construit avec des hommes et des femmes capables d'innover, de rêver, de construire, de rêver grand. Depuis 20 ans que tu es au pouvoir. Combien de jeunes au Togo, comme ça a été fait au Nigeria et que ça se fait dans les autres pays aujourd'hui, combien de femmes, de jeunes au Togo, tu as rencontré et que tu leur as dit, nous voulons que le Togo soit un pays remarquable sur le plan du développement, sur le plan des services. L'État est prêt à accompagner des opérateurs économiques pour qu'ils deviennent, dans 10 ans, 20 ans, des milliardaires au Togo, pour tirer les autres vers le haut. Combien de jeunes tu as choisi dans chaque région pour dire, tu peux être un grand dans l'agriculture, tu peux être dans les services, tu peux être dans l'informatique, tu peux être au port, tu peux être dans les BDP. L'État va vous accompagner, vous protéger pour que vous deveniez des grands géants. Tu dis, il faut innover, il faut rêver grand. Ah oui? Mais les gens qui ont rêvé grand au Togo, vous avez fermé leurs entreprises. Le bonhomme qui a créé son usine à Sokodé, il a rêvé grand. Mais vous avez emmené vos amis indiens pour foutre en l'air sa filière. Celui qui a créé l'usine à Sokodé là-bas et qui emploie 300 personnes, il a rêvé grand. Et comment l'appelle-t-on? C'est comme BDP, il rêvait grand. Il avait 3500 employés. Pour une histoire de fesses, vous l'avez détruit. 3500 employés. Abba Berke, de regretter mémoire, il rêvait grand aussi. Vous l'avez poursuivi. Jusque dans son dernier retranchement. Les Nana Benzo au Togo, elles rêvent grand. Ce sont elles qui tenaient l'économie du Togo, qui tenaient les banques. Vous les avez détruites. Les cliniques qui sont à Lomé, les gens qui font des petites industries à Lomé, vous amenez le tir pour les détruire. Parce qu'ils ne sont pas unis, ils ne sont pas d'une certaine communauté, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ci. C'est ce que vous faites tous les jours. Donc, arrêtez de venir nous dire, vous voulez des jeunes qui innovent, qui rêvent grand. Vous prenez tout le pays, vous mettez dans les mains des expatriés, qui dépossèdent nos soeurs et nos mamans dans les grands marchés, et vous venez nous dire, vous voulez des gens qui rêvent grand. Si, en votre état d'âme, vous êtes un dirigeant, responsable et visionnaire, le marché d'Aguanivé qui a brûlé depuis 2 ans, tu aurais déjà dû reconstruire ça. Quand tu donnes 13 milliards aux Israéliens pour ta sécurité, pour les écoutes, combien tu as besoin pour construire le marché d'Agouin? Pour que tous les commerçants qui sont à Agouin là-bas aient de bonnes boutiques pour rêver grand. Tu as besoin de combien pour construire un abattoir à Consimé, pour éviter que les gens tuent les animaux sur les rails, pour aller vendre dans les marchés? Tu as besoin de combien pour demander aux gens de rêver grand? Les jeunes, aujourd'hui, on est des talents au Togo. On a un jeune au Togo, on a plusieurs jeunes au Togo qui fabriquent l'énergie solaire, qui font des plaques solaires. Il y a beaucoup de reportages chez les Togolais. Il y a un jeune Togolais qui fait des drones. Vous les avez aidés? L'État les a accompagnés? Au sortir de la guerre,
le Japon et la Corée du Sud, qui n'ont aucune richesse dans leur sol. Les dirigeants ont rassemblé un certain nombre d'opérateurs et se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre pays brille? Ils ont décidé d'investir dans la technologie. Mais avant la technologie, dans l'éducation. Ils ont mis beaucoup de moyens dans l'éducation. Ils ont rattrapé leur retard. Ils ont dépassé beaucoup de pays. Aujourd'hui, c'est eux qui tiennent les grands groupes technologiques au monde. Samsung, machin, tout ça, c'est eux. C'est eux. Mais vous venez nous servir des discours hein, pour blaguer les gens. Pour blaguer seulement les gens. Que les Togolais doivent être capables d'innover. Tous les jeunes Togolais qui innovent là, il y a beaucoup de jeunes Togolais là-bas qui sont puissants, qui font dans l'innovation. Ils n'ont personne pour les écouter. Ils n'ont personne. Ils vont dans les ministères, ils trouvent des portes closes. Ils n'ont personne pour les écouter. Les banques ne peuvent pas les accompagner parce que vous avez vendu les banques aux étrangers. Mais Ford Yacine, tu nous as promis une banque d'investissement dans les 20+. Où est-elle? Tu nous as promis une banque de logement, d'habitat. Où est-elle? 20 ans après. 20 ans après. Tous les Togolais, les jeunes Togolais qui portent des petits projets. Il y a un Togolais qui est rentré là-bas. Il a créé un système de taxi pour aider les gens à Lomé. Vous avez tout fait pour le détruire. Et vous encouragez les motos dans les rues. Et c'est ça innover. Encourager les motos, la médiocrité, tout ça. C'est ça vos innovations. Depuis 20 ans, Ford Yacine, est-ce que tu as construit une gare routière à Lomé? Une gare routière moderne, dans laquelle quand tu rentres, tu sais que ici c'est une gare routière moderne. À Guadeloupe, c'est un dépotoir. Arrête d'enfumer les gens. On continue. C'est aussi transformer nos territoires, faire en sorte que l'avenir du pays ne se joue pas seulement à Lomé, mais dans chaque préfecture, dans chaque commune, dans chaque village. Je veux que cette transformation en cours devienne visible partout. Et je veux qu'elle soit juste. Et le développement, ce n'est pas seulement à Lomé, mais c'est dans chaque préfecture, chaque village. Tu es incapable de goudronner 90% des rues de Lomé. Tu es incapable d'assainir 90% des rues de Lomé. Et tu dois développer les villes de l'intérieur. Tu fais comment? Les villes de l'intérieur où il n'y a pas l'eau. Les villes de l'intérieur où les gens ne savent même pas quoi faire. Il n'y a rien. Tu fais comment? Il faut arrêter d'enfumer les gens. Et puis tu parles comme si c'est maintenant que tu arrives au pouvoir. Ford Yacine parle comme s'il vient d'arriver au pouvoir. S'il vient d'être élu président, il parle comme s'il vient d'arriver au pouvoir. Comme si ce n'était pas lui qui avait gouverné les 20 dernières années. Comme si ce n'était pas son père qui avait gouverné les 40 dernières années. Et donc, eux tous, ils font 60 ans de pouvoir. Je veux que dans les villages, il y a quoi? Il y a ci, il y a ça. Mais combien de fois tu vas dans les villages? Pour que les villages se développent, il faut que tu sois capable d'aller dans les villages. Combien de fois toi tu vas dans un village au Togo? Ta route, c'est Lomé 2, Pia Lomé 2, Lomé 2, Europe. C'est tout. Est-ce que tu connais Sadago? Est-ce que tu connais Agapame? Est-ce que tu connais Agouene Basito, Madi Beto? Mais je suis sérieux. Est-ce que Ford Yacine, tu connais Diablé? Est-ce que tu connais Poga, Agbavi, Agbata? Je ne sais pas. Est-ce que tu connais Zangera, Sangra Kopé? C'est toi qui diriges le Togo, hein? Est-ce que tu connais les quartiers que je suis en train de citer là? Est-ce que tu connais? Donnez-moi les quartiers dans les commentaires. Les quartiers un peu qui sont, je ne sais pas, Legbasito, Sobosito, Apesito, Yokwe, Diablé, je ne sais pas où, Bernard Kopé, Diablé Kopé, Zongo, Akato. Est-ce que Ford Yacine, tu connais ces endroits-là? Tu es président du Togo, hein? Est-ce que tu, voilà, est-ce que tu connais ces endroits? Corée, Dagé, Bonjome, Ananissime, je ne sais pas, Goumou-Kopé, est-ce que tu connais ces endroits-là? Tu peux nous dire, les yeux fermés, où se trouve Chikmaroukondi? Est-ce que tu peux nous dire où se trouve Galébé? Est-ce que tu peux nous dire où se trouve Sokomae? Est-ce que tu peux nous dire où se trouve Bonjome, Devikame? Agboda Kopé? Est-ce que tu connais? Mais tu es au Togo, hein? Tu es le président du Togo depuis 20 ans. Et tu nous dis, oui, je veux que dans les villages, il y a les développements. Comment est-ce qu'il peut y avoir des développements dans les villages que toi, tu ne connais pas? Parce que toi, ta route, c'est Lomé, Niamtougou, Pia, Lomé, extérieur. C'est ton chemin, ça. Ton chemin, c'est Lomé, aéroport, Niamtougou, Pia, Lomé, extérieur. Extérieur, maintenant, ça peut être partout. Comment est-ce que tu peux parler de développement quand tu ne connais même pas les quartiers qui sont dans la capitale? Tu ne sors pas pour rentrer dans les quartiers, pour parler avec les gens, aller dans les quartiers pour voir les conditions dans lesquelles les gens vivent. Les gens qui n'ont pas de route, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'école. Je parle de Lomé. Après, quand on va aller à l'intérieur, il faut arrêter de se foutre des gens. Ce que je vous dis, ça semble un peu dramatique, mais c'est la réalité. Ford Yacine ne connaît pas les quartiers. Puisque son monde est réduit à cet espace qu'il utilise. Il ne connaît pas les quartiers que je suis en train de citer. Mais il fait 20 ans au pouvoir. Vous l'avez vu combien de fois dans vos quartiers? Vous l'avez vu combien de fois dans vos quartiers? Il fait 20 ans au pouvoir. 21 ans maintenant. Il vient dire oui, ce que je veux, c'est que ce n'est pas seulement Lomé, les villages, les tout ça. Puisque les femmes même qui sont avec lui ont déménagé des quartiers périphériques, elles sont à la caisse. Donc ça fait que lui, c'est une livraison à domicile. Donc ils sont même dans les autres quartiers. Lui-même, ses femmes ont maintenant trouvé des maisons à la caisse. Toutes les femmes sont à la caisse. Donc c'est une livraison à domicile. Donc il ne sort même plus pour rentrer dans les quartiers pour voir comment les quartiers sont mal organisés. Ce que je vous dis là, c'est pas de l'amusement. Hein. Faut connaître Davier. Il connaît Katanga. À la place là-bas. Il connaît je ne sais où là. Il ne connaît pas. Tu ne peux pas être chef d'État, président, même si tu te dis aujourd'hui PCM, on sait que c'est toi qui as le pouvoir. Et que tu ne peux pas sortir
visiter ton pays, rentrer dans les quartiers, aller voir comment les gens vivent dans les quartiers. Tu connais pas Kagome, tu connais pas Adapame, tu connais Songo. C'est votre problème. On continue le discours. Je veux qu'elle bénéficie à toutes les catégories sociales, aux femmes qui portent l'économie informelle, aux jeunes qui portent l'innovation, aux agriculteurs. Comment tu veux que le développement soit profitable aux femmes qui portent l'économie informelle quand on brûle les marchés et qu'on n'arrête jamais les auteurs des incendies des marchés? Ça, c'est un. Deuxième chose, comment tu veux que les femmes qui portent l'économie informelle, parce que l'économie informelle au Togo, c'est autour de 70%, ou 75% même. Comment tu veux que les femmes qui portent l'économie informelle puissent s'épanouir quand le marché d'Agoué, par exemple, a brûlé, et depuis 2 ans? Tu ne t'es jamais rendu sur le site. Tu ne t'es jamais rendu sur le site, sur le marché d'Agoué qui a brûlé. Tu n'es jamais allé sur le site pour voir pourquoi le marché a brûlé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour reconstruire rapidement ce marché-là, pour que ces femmes-là puissent se mettre au travail pour le bonheur que tu es en train de dire dans ton discours? Comment est-ce possible que les femmes qui sont dans l'informel vont s'épanouir quand le lieu de travail des femmes brûle? Tu es incapable depuis 2 ans de leur construire ça. Les femmes qui sont dans les marchés, tu dis que c'est elles qui tirent l'économie informelle. Il faut les aider. Comment tu peux les aider quand un marché a brûlé à Agoué là-bas, un grand marché? Tu ne t'es jamais rendu sur le site. Au contraire, ce sont les victimes qui sont venues te rendre visite à toi, dans ton palais. Et depuis 2 ans, tu n'as jamais déroulé un plan pour reconstruire rapidement ce marché, pour permettre à ces femmes de reprendre le boulot, pour apporter leur contribution à l'économie. Allons-y. La nation, et tu parles, aux entrepreneurs. Tu parles des jeunes. Tu parles des jeunes, que les jeunes qui innovent. Le campus, c'est ton voisin. L'université, il n'y a que la route qui te sépare avec l'université de Lomé. La route, le boulevard Yassibé Yadema, c'est la seule rue qui te sépare de l'université de Lomé. Pendant 20 ans, tu n'y as jamais mis pied. Tu n'as jamais mis pied sur le campus universitaire pendant 20 ans. Ne serait-ce que pour aller tenir un débat avec les étudiants sur les enjeux du monde aujourd'hui, les enjeux de développement, la technologie, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. Mais ce sont tes voisins. Même à Kara, là-bas, il y a le campus nord qui est à Pia. Donc tu es aussi voisin du campus nord à Kara. Et tu es voisin du campus sud, campus à Lomé. Un dirigeant qui est jeune, qui a fait des études à l'extérieur, qui ne peut pas se rendre sur le campus universitaire pour parler avec le corps enseignant, les étudiants, pour motiver les étudiants, pour leur dire, vous êtes nos enfants, demain c'est vous qui allez conduire ce pays. Voilà ce que l'État va faire pour vous soutenir. Tu ne t'es jamais rendu sur le campus. Ça fait 21 ans. Tu n'es jamais allé sur le campus universitaire de Lomé. Ne serait-ce que pour aller parler avec les étudiants, pour discuter des enjeux de développement, des enjeux de sécurité, de tout ce que tu veux d'ailleurs. Jamais. Pendant 21 ans. Donc tu trouves normal que toi, chaque matin, tu passes devant le campus universitaire depuis 20 ans et tu n'y as jamais mis pied. Ne serait-ce que pour regarder l'intérieur, pour voir comment les étudiants étudient, dans quelles conditions. Est-ce qu'ils ont tout? Ils ont Internet, ils ont les locaux, ils ont ci, ils ont les amphis. Jamais. Mais tu es le voisin. Quand tu vis chez toi, tu regardes le campus. Quand tu es chez toi, le mec de là-bas, tu regardes le campus. Mais jamais tu n'as mis pied. Vous trouvez normal, chers collègues qui m'écoutez, vous trouvez normal qu'un dirigeant qui est en plus un voisin immédiat d'une université et n'y a jamais mis les pieds. Juste pour s'entretenir avec les étudiants. Mais il nous parle de jeunesse. Ceux qui sont sur le campus, ce sont vos enfants. La génération des enfants qui sont au campus, c'est 16 ans, le bac, 15 ans, le bac. Ce sont vos enfants. Ce sont vos enfants. Tu ne vas même pas là-bas de façon décontractée pour s'amuser avec eux, leur parler, les faire rêver en disant, mes enfants, l'avenir c'est vous, étudiez, restez assidus à l'école, l'État va vous accompagner. Jamais tu n'as mis pied. Mais tu viens ici raconter des histoires que la jeunesse. Maintenant, tu dis que vous allez investir dans les écoles. Tu as combien d'écoles de technologie au Togo? Tu as combien d'écoles de technologie au Togo? On a les étudiants d'INSI, ils n'ont pas d'ordinateur. On a les étudiants qui sont à l'INSI, que vous avez transformé en faculté de quoi? Ils n'ont pas d'ordinateur. J'ai plein d'étudiants qui m'ont demandé des ordinateurs dans mon téléphone. Que grand frère, il faut nous donner des ordinateurs. On n'a pas d'ordinateur. On n'a pas d'ordinateur. Si tu sacrifies un seul de tes voyages en Italie, tu peux acheter 200 ordinateurs pour ces étudiants. Si tu sacrifies un seul de tes voyages en tête privée en Italie, tu peux acheter 300 ordinateurs pour ces étudiants. On continue. L'innovation, aux agriculteurs qui nourrissent la nation, aux entrepreneurs qui créent de l'emploi, aux travailleurs qui bâtissent le pays, aux personnes vulnérables qui ne doivent jamais être oubliées. Pause. Vous avez l'impression qu'il parle du Togo? Aux entrepreneurs qui bâtissent le pays. Vous connaissez combien d'entrepreneurs qui emploient des gens? Vous connaissez combien d'agriculteurs? Enfin. Technique. Est-ce qu'il y a encore une autre vidéo? Bien, Quand je cherche des financements plus justes, c'est pour construire des routes, des écoles, des centres de santé, des hôpitaux. Pause. Quand je mobilise des investissements. Pause. Il dit quand je cherche des financements, on peut écouter ça. Il dit quand je cherche des financements. On peut répéter le technique. Quand je cherche des financements plus justes, c'est pour construire des routes, des écoles, des centres de santé, des hôpitaux. Quand je mobilise des investisseurs, c'est pour créer de l'emploi ici, dans notre pays. Quand je fais entendre la voix du Togo, c'est pour obtenir des règles plus équitables, alléger le poids de la dette et renforcer notre sécurité. Je vous sers ici, à travers mon gouvernement, et les priorités que nous nous sommes fixées. Je vous sers aussi à l'extérieur, avec la même énergie, pour répondre à vos besoins quotidiens,
la sécurité, l'emploi, le coût de la vie et services essentiels. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, protéger, rassembler, transformer. Ouais. Voilà. Protéger, rassembler, transformer. Ça fait quoi? RPT, c'est ça? Protéger, rassembler, transformer, ça fait quoi? RPT, c'est ça, non? C'est le RPT, non? Protéger, rassembler, quoi? Ça fait RPT, c'est ça, non? Oui. Voilà un monsieur qui nous dit, quand je mobilise les investisseurs, c'est pour faire les routes. Quand je fais ci, c'est pour faire ceci, c'est pour faire ça. C'est quoi le poids de la dette au Togo? Et qu'est-ce que nous avons fait avec la dette par rapport à ce qu'on a investi? Le Togo était dans le programme PPTE avec Rumbo. Il y a de l'argent qui nous a été retrocédé, beaucoup d'allègements qui nous a été faits. Avant le PPTE, on était dans une situation économique très difficile, il y avait un marasme total. Mais le programme PPTE a permis de redonner confiance aux investisseurs. Dès que l'argent a commencé par couler et qu'on nous a fait de l'allègement, il a commencé par faire la bamboula. Et on est retombé dans le cycle de la dette. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 4 000 milliards. Et donc, cette dette-là, on ne sait pas à quoi ça ressemble. On ne sait pas à quoi ça contribue, cette dette-là. Sans compter la dette intérieure. La dette intérieure où on peine à payer les entreprises intérieures pour relancer la consommation, l'économie, les entreprises. Tu viens me dire que oui, quand toi tu voyages, c'est pour le bien des Togolais que tu voyages. Tu étais en Italie samedi, tu étais en Italie mercredi, tu es rentré dimanche et tu es rentré hier. Tu nous as fait un compte rendu. Tu faisais quoi en Italie? Tu étais en Italie après les vœux que tu as reçus, tu es parti en Italie. Quand on a fait le tracking de ton avion, tu es parti en Italie, à Milan. Tu es rentré hier. Bon, tu allais faire quoi en Italie? Rends-moi compte, tu as mobilisé quel investisseur en Italie? Le mois passé, tu as fait au moins minimum 20 voyages. Tu nous as rendu compte? Est-ce que tu nous as rendu compte des voyages que tu as fait? Parce qu'un seul voyage, au moins, il faut mobiliser plusieurs dizaines de millions pour un seul voyage. Et puis, tu vas toujours à tête privée. Donc, le coût de location de l'avion, le coût d'atterrissage, de décollage, l'immobilisation de l'avion, le kérosène, les pilotes, il faut les payer. Un seul voyage, ça peut nous coûter jusqu'à 200 millions. Donc, tu fais 20 voyages en un seul mois. Tu as mobilisé quel investisseur? Et tu es venu nous dire, qu'est-ce que tu as mobilisé à l'extérieur? Sylvanus Olympio de regretter, mais moi, quand il partait en voyage, dès qu'il arrive à l'aéroport, il rencontre au peuple. Je suis allé ici, voilà ce que je suis allé discuter, et ça promet pour le peuple. Et donc tu viens dans un discours pour nous dire, oui, tu as ta préoccupation, tant que tu es à l'intérieur du pays, tant que tu sors du pays, c'est pour le bien des Togolais, c'est pour ça que tu voyages, c'est pour ça que tu te promènes. Mais les autres ne se promènent pas comme ça, mais ils développent leur pays. Les Ouattara, les John Mahama, les Patrice Talon, ils ne voyagent pas, mais ils développent leur pays. Comment ils font? Ils ne voyagent pas, ils développent leur pays, et toi tu te promènes, mais rien ne change chez nous, alors que tu endettes le pays. Tu as endetté le pays jusqu'à 2075. Toi, tu ne seras plus vivant. Tu as pris des prêts jusqu'en 2075 sur des projets. Tu as pris des prêts sur des projets jusqu'en 2075. 2075. Tu as pris des prêts jusqu'en 2075. Et tu fais les comptes à qui? Parce que le Togo, ce n'est pas ta propriété privée. Il faut qu'on le rappelle. Les Togolais sont tellement dans une extase, dans une bulle que certains Togolais pensent que le Togo, c'est un territoire qui appartient à Nassibé. Mais non, le Togo, c'est pour les Togolais. Faut Nassibé, bien élu, mal élu, il n'est qu'un serviteur. Et il doit rendre compte de ce qu'il fait, de l'argent du pays. Technique. Notre chemin pour l'année qui vient, c'est le socle de notre action. Il guidera chaque décision, chaque programme, chaque effort de votre gouvernement. Je veux une République qui vous protège mieux, qui nous rassemble davantage, qui transforme plus vite notre pays. Technique. Pour résumer tout ce que je viens de dire, tout ce que j'ai décortiqué, je pense que je ne sais pas si je vous ai pris de votre précieux temps, vous m'en excusez. Je vais résumer tout ce que j'ai dit par une vidéo de Alain Mambakou. Alain Mambakou, c'est un très grand intellectuel, c'est un écrivain congolais, et qui a ce matin publié une vidéo que j'ai trouvée assez phénoménale sur sa page et que j'ai récupérée. Je joue la vidéo de Alain Mambakou avec vous pour clôturer ce que je viens de faire sur le discours de Foi Nassibé. Écoutez Alain Mambakou. Pourquoi certains présidents africains s'accrochent-ils au pouvoir? En Afrique, le problème n'est pas le pouvoir. C'est la peur de ce qu'il y a après le pouvoir. Tant que quitter le pouvoir sera dangereux, eh bien, rester au pouvoir va sembler toujours plus sûr pour ceux qui sont là. Le vrai problème n'est pas l'âge, c'est la sortie. Patrice Lumumba, par exemple, ne s'était pas accroché au pouvoir. On le lui avait arraché. Et depuis, une idée nous traverse, hante la politique africaine. Perdre le pouvoir, c'est perdre la protection. Alors, on reste. Pas par amour du peuple, pas par amour du pouvoir, on reste par peur de la mort politique. Quitter le pouvoir, dans ce sens, peut coûter la vie. Et avec certains présidents, le pouvoir devient une identité. Ce n'est plus « je gouverne », c'est plutôt « je suis le pays ». N'importe quoi. Quitter le pouvoir, dans ce cas, pour un tel président, c'est disparaître totalement. Et donc il est obligé de s'identifier au pays comme si sa disparition ou son départ serait suicidaire pour le peuple. La littérature a compris avant tout le monde ce jeu. La littérature africaine a vu clair très tôt et a transformé le pouvoir en personnage. Le président
joue un rôle, par exemple, essentiel chez l'écrivain Sonny Labotonsi du Congo-Brazzaville. Le pouvoir, pour ces personnages de Sonny Labotonsi, le pouvoir est une maladie. Tandis que chez Amadou Kourouma l'Ivoirien, le chef devient un mythe. Quand le pouvoir refuse de finir, il cesse d'être politique. Il devient fiction. Et la littérature démasque le pouvoir. Oui. Certains dirigeants disent « Si je pars, le pays s'effondre ». Quelle mythomanie! C'est le mythe du Père éternel qu'ils essaient de nous vendre depuis le début de la colonisation. C'est rassurant de sentir que papa est là, mais en même temps, ce mythe est dangereux. Le pays ne grandit pas quand il refuse de devenir adulte et se met sous l'aile, semble-t-il, d'un père. Le danger, celui-là, le danger de l'homme providentiel. Mais aujourd'hui, une jeunesse africaine se lève. Elle ne veut plus de sauveurs. Elle veut des règles. Elle veut des institutions. Elle veut des limites. La vraie question n'est plus qui va nous sauver, mais comment empêcher qu'un homme devienne irremplaçable? C'est la nouvelle question, probablement la question qui persiste. Mais, on le sait, un pouvoir qui ne sait pas finir, finit toujours mal. Toujours. Kata. Merci Alain. Mabankou. Un pouvoir qui ne sait pas finir, finit toujours mal. Et malheureusement, c'est ce qui va arriver à Faure Gnassingbé. Un pouvoir qui ne sait pas finir, finit toujours mal. C'est ce qui va lui arriver. Puisqu'il n'a jamais rien appris à faire que le pouvoir. Donc il s'y accroche désespérément. Il se dit, je vais mourir au pouvoir pour échapper à la justice des hommes. Je prends tout l'argent du pays pour me protéger contre mon peuple. Je veux rester au pouvoir jusqu'à la fin. Alain Mabankou le rappelle, un pouvoir qui ne sait pas finir, finit toujours mal. Et c'est ce qui risque de vous arriver. Vous qui êtes aussi autour de Faure Gnassingbé, vous, les supporters de Faure Gnassingbé. Parce que le jour où l'édifice va s'effondrer, il va s'effondrer avec vous. Et donc, nous, notre responsabilité, c'est de parler au peuple togolais. C'est de faire ce que je viens de faire ce matin ou cet après-midi. En sortant les éléments factuels pour déconstruire le discours de Faure Gnassingbé. En montrant à la communauté togolaise qu'il ne dit pas la vérité. Qu'il dit des choses qui ne sont pas exactes. Qu'il gère ce pays pendant 20 ans, il n'a pas de bilan. Mais il veut nous faire croire que c'est maintenant qu'il a pris le pouvoir. Il est un homme du passé, mais il veut nous faire croire qu'il est un homme d'avenir. Il gère le pays comme sa propriété privée. Alain Mabankou vient de le rappeler. Il confond le pays à sa personnalité, alors que le pays, c'est un bien commun. Et c'est ce travail-là que nous devons faire chaque jour que Dieu nous donne la force. Jusqu'au jour où la mayonnaise finit par prendre. Parce que la mayonnaise va finir par prendre. Et donc, c'est cet exercice-là que nous avons fait ensemble aujourd'hui, en décortiquant le discours de Faure Gnassingbé, en le prenant au mot, en le prenant dans ses propres turpitudes, dans ses incongruités, dans ses fausses réalités. Parce que c'est important qu'à chaque fois qu'il cherche à manipuler les esprits, qu'on revienne rétablir la vérité avec les faits, avec les éléments factuels. C'est ce travail qui devait être fait sur le terrain depuis des années, mais qui n'est pas fait par les acteurs. Et c'est ce travail-là qu'on fait. Et c'est ce travail-là qu'on doit continuer à faire, qu'on doit intensifier. Parce que pour le moment, c'est la seule arme qu'on a pour mobiliser les Togolais. On était plus de presque 13 000 sur YouTube. C'est plus qu'un meeting. On était plus de 4 000 sur TikTok. Combien je suis sur Facebook, je ne sais pas. C'est tout un meeting. C'est plus qu'un meeting politique. Mais le plus important, c'est que le message passe. Quand je vais parler des gens qui sont à Bassa, ça concerne les gens qui sont dans les localités là-bas. Ceux qui n'ont pas suivi les vidéos en direct, ils vont suivre la vidéo. Ils verront que Ferdinand parle d'eux. Quand je vais parler des gens de Haoto, ils comprendront. Quand je vais parler des gens de Dapon, ils comprendront. Quand je vais parler des gens de Kara, les gens de Sokodé, ils comprendront. Et c'est tout ça qui participe à la conscientisation, à la mobilisation. Il y a des gens qui sont dit, oui, pourquoi Ferdinand, on l'aime tant? On l'aime parce qu'il parle des vrais problèmes des gens. Quand je parle des problèmes des 3000 dockers, ils sont 3000 dockers, ce ne sont pas mes parents. Mais je prends leurs problèmes à bras le corps et je parle d'eux. Donc, on n'a pas le temps pour rentrer dans les histoires de personnes, de conneries, tout ça. C'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, le travail qui doit être fait à travers la puissance qu'on a, c'est ça. Parler des problèmes des gens. Celui qui est à Bassa, il va être content que je parle des difficultés qu'il rencontre là-bas. Parce que par ma voix, peut-être quelque chose va changer dans sa vie. Celui qui est au port de Lomé, pareil. Celui qui n'a pas de route, je ne sais où, pareil. Celui dont on exploite les mines quelque part, c'est pareil. C'est ce travail de débroussaillage qui n'a jamais été fait. Et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de repartir à zéro. Mais soyons rassurés, on va y arriver. C'est d'ailleurs pourquoi le régime, il multiplie les actes hostiles, parce qu'il sait que moi j'ai compris. Il sait que moi j'ai compris. Et ils savent que ce que je fais est très dangereux pour eux. C'est plus dangereux pour eux que tout ce que les gens font. Et donc c'est ce travail-là qu'il faut faire. Et c'est ce travail-là qu'il faut continuer à faire. Donc je vous souhaite une très, très bonne année. Meilleurs vœux à vous. Je voudrais vous dire aussi, pour ceux qui nous suivent, que dans la vie, et il faut l'apprendre. Je vous ai joué une vidéo la dernière fois. Tout le monde ne peut pas vous aimer dans la vie. Et vous n'avez pas besoin que tout le monde vous aime. Vous n'êtes pas le mari ou la femme de quelqu'un. Jésus n'a pas fait l'unanimité, Mahomet n'a pas fait l'unanimité, Bouddha n'a pas fait l'unanimité, personne ne fait l'unanimité dans le monde. Mais à partir du moment où vous avez le sentiment ou la certitude que la majorité de ceux pour qui vous êtes au service vous disent que si vous êtes sur le bon chemin, vous faites un travail formidable, continuez sur ce chemin-là. Les colibés, les racontars, tout ça, vous n'avez aucun temps à vous occuper de ces gens-là. J'entends beaucoup de gens qui racontent des histoires. Il y a un qui a appelé quelqu'un qui commence par lui dire, ouais, il faut faire attention à Ferdinand, tout ça. Vous faites très attention. Moi, je ne suis pas votre camarade. Hein.
Et je ne m'occupe pas des affaires des autres. Moi, je viens parler au peuple togolais. Si vous ne voulez pas vous occuper de vos organisations, de vos partis politiques, de je ne sais pas qui vous êtes, si vous me provoquez, le jour où je sors sur vous là, parce que je sais me bagarrer. Hein. Je sais me bagarrer. Hein. Et j'ai tellement de balles. J'ai tellement de munitions contre des gens. Donc, ceux qui font les petits malins là, qui font les petites allusions dans leur truc là, le jour où je vais décider de vous descendre vos leaders là, vous n'allez pas tenir debout. Hein. Parce que pour le moment, moi, je n'ai pas ce temps-là. Ce n'est pas notre objectif. Allez vous occuper de vos partis politiques et sensibiliser vos militants. C'est le plus important. Mais si vous me cherchez, vous allez me trouver. Et c'est celui à votre corps défendant. Je vous avais déjà prévenu. Moi, je n'ai pas le temps. Si vous avez fait vos conneries et que vos partis sont en difficulté, je ne suis pas responsable. Mais si vous me cherchez, vous allez me trouver. Et soyez rassurés que j'ai tellement d'éléments. C'est juste parce que je ne veux plus rentrer dans les polémiques inutiles que je ne parle pas de vous. Donc, faites ce que vous pouvez faire de votre côté pour la lutte. Ne vous occupez pas de la source de quelqu'un, puisque moi, je ne regarde pas votre source. Hein. Mais si vous voulez la bagarre, un matin, là, je sors sur vous, là, vous n'allez pas sortir dans la rue. Hein. Et je vais parler avec des preuves. Et je vais parler avec des preuves. Je ne suis pas celui qui a toutes les informations Togo, mais au moins j'ai 80% d'informations que je peux sortir. Y compris ceux qui sont dans l'ombre, qui appellent certains de mes amis, qui disent ouais, il faut se méfier de Ferdinand. Il y a quelqu'un qui a dit à un ami que c'est fort même qui me donne les informations. Donc, il faut que je vienne de descendre là, c'est lui qui me donne les informations. Oui, à Cody. Et nous, on a fort dit avec on m'a tous les domaines. Parce que ce que nous subissons dans cette lutte-là, notre vie qui est en danger tous les jours, la vie de nos familles, et vous prenez ça comme des blagues. Et vous êtes là dans l'ombre, vous appelez des gens pour leur dire oui, il faut faire ceci. Donc, Ford n'a qu'à me donner les informations là. Si c'est lui-même qui me donne les informations, c'est bien. Il n'a qu'à me donner encore les informations. Vous êtes des idiots. Vous savez ce qu'on subit dans cette lutte-là. Et vous êtes dans l'ombre, vous ne faites absolument rien. Et vous cherchez à semer la zizanie parmi les gens. Je vais vous exposer. Je vais vous exposer. Et ce que vous faites. N'eng bassé, amélé, soit téléphone lui amélé, bon appel n'ang. N'eng tourne miantia. Mais là, comme qu'elle a tourné miantia. Je ne viens pas dans vos histoires là. Vous ne me voyez pas. Je ne m'occupe pas de vous. Parce que vous n'êtes pas mon problème. Donc, occupez-vous de ce que vous savez faire. Ce que moi, je sais faire, c'est ce que je suis en train de faire ici. C'est ça ce que je vais vous dire. Après, ne pleurez pas après. Il ne faut pas pleurer après que Ferdinand s'est levé contre nous. Parce que, pour vous dire la vérité, les gens ne peuvent pas vous écouter plus que moi. Donc, ne rentrez pas sur des terrains que vous ne maîtrisez pas. Et ça, c'est pour tout le monde. Je ne me préoccupe pas de votre vie. Vous ne m'intéressez pas. Je n'ai rien à foutre de vous. Mais si vous continuez pas à faire vos petits jeux, vos petits malins là, je vais sortir sur vous. C'est un avertissement. Et rassurez-vous, j'ai des balles contre vous. Et des balles mortelles, c'est létal contre vous. Quand je parle ici, là, quand je fais mes lives, là, je parle de quelqu'un, je parle de... Je vais parler de quelqu'un. Je parle de la gouvernance de Ford. D'où vient que vous dites que vous luttez contre le régime et vous vous asseyez, vous parlez, vous n'avez même pas le courage de faire des allusions aux gens. Citez mon nom. Et je vais sortir sur vous. Et vous allez payer le prix. Il est bien avec Don. Si vous avez eu politiquement votre période de gloire et vous n'en avez rien fait, personne n'est responsable de ça. En tout cas, pas moi. Personne n'est responsable de ça. C'est vos propres turpitudes qui vous ont conduit là où vous êtes. Occupez-vous de vos turpitudes. Allez, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui sont restés dans ce live. Et j'ai dit juste ça pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce que je me tais que je ne peux pas rentrer dans leur jeu. Ils sont nombreux, ceux à qui j'ai lancé tout à l'heure cet investissement. Ils sont nombreux. Chacun va tirer la leçon de ça. Moi, je ne m'occupe jamais de ce que vous faites. Ce n'est pas mon problème. Ce que vous faites, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je parle aux Togolais. Et je parle des problèmes des Togolais. C'est pour ça que les Togolais se reconnaissent en ce que je fais. Parce que je viens de passer 3 heures de temps à parler des problèmes des Togolais. Les Togolais, qu'ils soient à Diakbanga, à Mango, je parle des Togolais. Le manque d'eau dans les villages, le manque de ceci, l'accaparement des terres. Vous êtes combien à vous mettre ensemble pour parler des problèmes des Togolais? Ah, lui là, on parle trop de lui. Lui là, il devient trop ceci. Il faut le détruire, il faut le casser. Vous allez casser qui? Vous avez construit quelque chose pour casser ça? Je ne veux pas rentrer dans des problèmes avec des gens. Mais si vous voulez, moi, je suis très endurant dans la bagarre. Hein. Je suis très endurant dans la bagarre. Et je vais sortir même jusqu'au vos dessous. Moi, vous allez juste m'insulter. J'ai la tête ceci, j'ai ça, j'ai ça. Mais vous, là, j'aurai des balles mortelles contre vous. Des balles mortelles contre vous. Et quand je vais commencer, que personne ne vienne me dire, oh, Ferdinand, coucou là, on va au mot, mais c'est que même toi, toi, tu es voilà, tout est dit. Allez, merci technique. On va jouer la chanson de Louis Tassan pour terminer ce live.